Bonsoir à toutes et à tous, les vraies voix jusqu'à 20h. On aura une demi-heure de rugby de 19h30 à 20h en compagnie de nos amis François Trio et Philippe Spanghero pour faire un bilan de la saison de Top 14 et du Boxing Day qui sera sur Sud Radio tout le week-end, le Boxing Day du Top 14. Au menu des vraies voix, le grand débat. Après plusieurs jours de blocage, les barrages ont été levés. Certains barrages sur la 64 et la 63 à Cestas. Cette décision n'est ni un renoncement ni un abandon, a déclaré la coordination rurale de Gironde. Mais la colère agricole est loin de retomber. Elle se poursuit notamment dans les Landes. Et on vous pose cette question. Le mouvement des agriculteurs est-il en train de s'essouffler? Eh bien, vous dites non à 70%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. 947 294, c'est le nombre de fois où le nom de Donald Trump a été cité dans les médias français en 2025, presque 1 million. Le président américain devance largement Emmanuel Macron, second au classement. Preuve que critiqué de toute part, il arrive quand même à attirer tous les regards. Et on vous pose cette question. Trump, personnalité la plus médiatisée en France, a-t-il gagné la bataille de l'image? Eh bien, vous dites oui à 94%. Et enfin, la question du soir, 17 médecins généralistes ont été réquisitionnés jusqu'au 4 janvier pour lutter contre les épidémies de grippe et de bronchiolite dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que pour vous, c'est normal ou scandaleux? Eh bien, pour le moment, vous dites que c'est scandaleux à 60% de réquisitionner les médecins pendant leurs vacances. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 avec nos 3 vraies voix du jour. On en retrouve 2 d'hier puisqu'on a une vraie voix malade, clouée au lit, qu'on embrasse. Bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir monsieur Philippe David. Je suis content de retrouver les... C'est le club des chauves ce soir ou quoi? Merci de le rappeler. Pascal Giral, chef d'entreprise, ancien commerçant. Bonsoir. Bonsoir cher Philippe, bonsoir tout le monde. Et il avait fait un premier essai hier soir. Il est de retour. Dominique Cotron, auditeur Sud Radio en reconversion pour devenir journaliste. Bonsoir. Et bonsoir Philippe, bonsoir à tout le monde. Et merci d'avoir dépanné au pied levé. Grand des plaisirs. Allez, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que le mouvement des agriculteurs est en train de s'essouffler? On va faire le point puisque évidemment, depuis qu'on a annoncé le sujet, ça réagit énormément au 0826 300 300. Direction les Hautes-Pyrénées. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous étiez sur les barrages. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler? Vous étiez où dans les Hautes-Pyrénées? Sur les différents barrages des Hautes-Pyrénées, que ce soit l'Almezan, Tournaille et Tarbes-Ouest. D'accord. Pour vous, le mouvement, il s'essouffle ou pas? Non, il ne s'essouffle pas. Il se ralentit parce qu'il y a les fêtes, il y a l'essoufflement, il y a la fatigue, il y a tout qui rentre en compte. Et que une partie des syndicats ont levé le pied, il reste plus qu'un syndicat et là on voit le résultat d'une politique qui est depuis plusieurs années la volonté du gouvernement et de M. Macron de diviser les syndicats agricoles parce que c'est la seule façon qu'il a d'arriver à ses fins, c'est de signer tranquillement le Mercosur et mettre en place des mesures environnementales qui tuent l'agriculture. Alors, restez avec nous, Christian, parce qu'il y a énormément d'appels. Désolé les vraies voix, hein. Oui, ça témoigne depuis les barrages et beaucoup auprès des agriculteurs. On était du côté des Hautes-Pyrénées, on va du côté des Pyrénées-Atlantiques où Jean-Paul nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir à tous. Vous êtes agriculteur également. Vous avez entendu votre confrère des Hautes-Pyrénées, Christian. Vous faites le même constat sur les Pyrénées-Atlantiques? Ah ben oui, ça c'est ralentir, comme a dit le précédent. C'est que les gens, ils ont de l'élevage, ils ont de la famille. Mais avec l'annonce du président de la République, on va faire un porte-avions de 15 milliards d'euros. Enfin, pour moi, c'est foutage de gueule. Le Mercosur, il va se signer, ça c'est clair. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries parce que importer de la nourriture qui vient de l'étranger et qui n'est pas aux normes et qui vient de l'Europe en plus, parce que c'est ça le truc. Oui. Ça vient de l'Europe, qui ne sont pas avec les mêmes normes et le but en fait c'est de limiter l'élevage français et de faire venir de la nourriture extérieure qui n'est pas aux normes, je me répète. Et pour faire des échanges commerciaux en fait. Mais c'est une couche de gueule tout ça. C'est une catastrophe. Jean-Paul, restez... Et on trouve le moyen de balancer des milliards d'euros en Ukraine. Enfin, à un moment donné... Alors, à un moment donné, oui, effectivement, la marmite déborde. On a Dominique Roux, vice-présidente de la coordination rurale de Haute-Garonne. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous étiez sur le barrage de la 64, du côté de Saint-Gaudens. Vous avez dû lever le barrage, c'est ça?
Alors, on avait un blocage sur un rond-point, on l'avait levé pour aller défendre une ferme où il y avait un cas dans le Comminges, DNC, dans le Comminges, du côté de Benque. Oui. Et ensuite, on a continué à faire des actions sporadiques. Mais nous avons interdiction de bloquer en Haute-Garonne à ce jour. D'accord. Donc, on va continuer à faire des actions sporadiques. La colère n'est pas retombée. Parce qu'il n'y a pas eu de trêve d'abattage, puisque lundi dernier, nous avons eu encore un cas DNC et ça a été abattu en 24 heures. Et c'est le mépris, hein. Et aussi, il y a beaucoup. On a rajouté du mépris au mépris. Je pense à cet éleveur, moi, je pense à plein de gens qui sont réveillés avec des gendarmes partout autour, et des gendarmes ont le résultat de l'analyse avant les éleveurs. Alors, la mise en place des forces de l'ordre y est avant. Et donc ça rajoute du mépris au mépris. Il y a la DNC, il y a l'abattage des troupeaux, il y a le Mercosur qui arrive, il y a les réglementations de plus en plus importantes, et les normes, les surnormes. Ça nous mine. Et là, la colère, elle a pas ralenti. Alors, on s'est juste ralenti parce qu'on était en pleine vaccination, parce qu'on est éleveur. Mais ça va repartir de plus belle. Alors, ne quittez pas, Dominique, on va faire réagir les vraies voix. Vous qui êtes maire dans un village, dans un département rural et un village rural. Dans l'Aude, oui, décidément, le Sud est bien touché entre les inondations et puis nos agriculteurs. Effectivement, ça commence à faire beaucoup. Non, mais je crois que cette situation est dure depuis bien longtemps. On l'entendait il y a 3 ou 4 jours. On a eu Jérôme Bail qui était là. Absolument, c'était hier. Il lâche rien, lui. C'est un solide aussi, avec tous ses, évidemment, collègues agriculteurs. La coordination rurale, comme paysanne et comme la FNSEA, qui visiblement n'a pas toujours la même position. Je ne sais pas ce qu'en pense notre auditrice, mais visiblement tout le monde n'est pas d'accord sur la même longueur d'onde. Ouais, sur la même longueur d'onde. Et pour le Mercosur en particulier, parce que on sait qu'au-delà du fait que, évidemment, ça n'aide pas aux agriculteurs, il faut savoir que pour les viticulteurs, par contre, le Mercosur pourrait les aider. Et doit les aider normalement. Donc c'est vrai que c'est tout ça, il y a des contresens dans tout ça. C'est un peu compliqué à comprendre. Quoi qu'il en soit, effectivement, il ne faut pas qu'ils lâchent prise. Là, c'est les fêtes de Noël, on comprend qu'ils sont épuisés, ils ont envie d'aller de l'avant, mais encore une fois, il faut qu'on soit là, derrière eux, et les soutenir surtout. Pascal Giral. Oui, moi j'ai l'impression que c'est exactement le contraire. Le mouvement, il faiblit pas, au contraire, il durcit. Il y a un break entre Noël et le jour de l'an, parce que c'est la trêve des confiseurs. Évidemment, donc tout le monde a besoin d'aller se changer les idées et de faire un peu la fête à droite à gauche, mais je pense que ça va repartir comme en 14, si j'ose dire, au mois de janvier, avec des rendez-vous déjà programmés avec le Premier ministre. Enfin, quand on écoute tous nos intervenants, j'ai pas l'impression que le mouvement est en train de faiblir. Dominico. Sur la même longueur d'onde, j'ai pas l'impression qu'il faiblit non plus. Alors moi, par contre, je pense pas qu'ils soient partis faire la fête. Il faut rappeler que c'est un métier d'agriculteur. Ils sont 24/24 auprès de leurs animaux. Ah, c'est surtout les éleveurs. Hein. C'est ça. Et je pense plus que c'est plutôt une pause stratégique qu'ils font. Déjà parce que je pense qu'il doit y avoir la fatigue qui rentre en compte. Sûr, oui. Et comme disait Jérôme Bail hier, le froid, parce qu'il y a des conditions météo très mauvaises, et être dehors sur les barrages, c'est quand même pas. Exact. Et comme le disait Jérôme Bail hier, il va falloir qu'ils trouvent une cohésion maintenant entre tous les syndicats. Et je pense que cette pause stratégique est faite pour ça. Et tout à l'heure, un auditeur disait que vulgairement, l'État se moque d'eux. Et j'ai trouvé ça vrai quand on voit que, par exemple, les vaches qui ont été abattues dans l'Ariège ont été transportées dans une usine d'incinération en Vendée. Oui. Les vaches ont fait 800 km, des vaches malades. Ont fait 800 bornes. Et à eux, on leur dit, attention, il y a une vache, on abat tout le troupeau parce que vous vous rendez compte, peut-être que ça peut être contagieux, peut-être que si vous déplacez votre troupeau, ça peut aller ailleurs. Et à eux, on leur dit, par contre, vos vaches, on les emmène à 800 bornes. Bon, ça a été peut-être fait aussi dans des conditions sanitaires, on ne sait pas. Oh là, ça, j'aimerais bien voir. On va reprendre Dominique Rowe, vice-président de la coordination rurale de Haute-Garonne. Est-ce qu'on peut réconcilier les différents syndicats agricoles, vous qui êtes vice-présidente de la coordination rurale de Haute-Garonne, Dominique Rowe? Eh bien, écoutez, nous, on a fonctionné en intersyndical. On a la FDCEA du 31 qui s'est opposée au national. Donc, on a fait on a fait un barrage à Muret, un barrage à Villefranche en intersyndical. On a fait des actions ensemble et ça va perdurer. Et est-ce que... Oui, moi, ce que j'ai pas de conseil à donner à cette dame, évidemment, je sais qu'ils se battent pour leur survie, mais
faites en sorte que tout se passe bien. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ariège avec les forces de l'ordre. Moi, je vous parle du côté forces de l'ordre parce que j'ai passé 36 ans dans la police, effectivement. Essayons de trouver des consensus. On l'a vu il y a peu de temps, d'ailleurs, avec ces agriculteurs qui ont... On n'a pas trop de choix non plus. Enfin, je veux dire, nous, on était en Ariège, on y était. Et, ils y étaient juste pour dire non, attendez, on veut mettre le cheptel sous cloche. On veut juste abattre les bêtes malades et vérifier que les autres ne déclarent pas la maladie. Et puis, on s'est fait allumer, quoi. Oui, alors, si vous avez... On n'a rien fait de... Moi, mon mari était en première ligne, il y a le parlementaire avec eux, ils ont dit les ordres, c'est les ordres. Oui, alors, par contre, vous devez le savoir, je pense qu'il y avait quand même des éléments extérieurs qui n'avaient rien à voir avec les agriculteurs, qui sont venus soi-disant venus vous soutenir et qui en fait ont envenimé la situation. Ça, je vous le dis parce que c'est des informations officielles que j'ai. Je vous dis pas ça pour vous. Oui, mais alors, contrer. Ils ont voulu aussi, jeter un peu l'Europe là sur le mouvement et parce qu'ils s'étaient pas rendu compte qu'ils pensent qu'ils ont été aussi submergés par la mobilisation des agriculteurs et des villageois autour. Ouais. Mais entre nous, vraiment, il n'y avait pas ces éléments perturbateurs, franchement. Il y avait beaucoup, on voit, maintenant on a les réseaux sociaux, on a quand même les téléphones portables, tout le monde a filmé. Et ça, les vaches, par exemple, ont été gazées, c'était pas des éléments perturbateurs, il me semble. Alors, Dominique Roux, restez avec nous, on avait Christian, auditeur des Hautes-Pyrénées, qui nous appelait. Christian, vous a dit un mot, le Mercosur. Ça se jouera début janvier. Est-ce que là, ça pourrait multiplier le mouvement à la puissance 10 si jamais la France se retrouvait embarquée dans le Mercosur parce que minoritaire au sein de l'Europe? Mais elle est minoritaire au milieu de l'Europe. Pour le moment, l'Italie nous permet d'avoir une minorité. L'Italie est en train de négocier des clauses à part pour elle. Et Mme Meloni travaille pour son pays, défend son pays. Et Mme Meloni, quand elle aura récupéré ce qu'elle veut, elle sera pour le Mercosur. Il faut arrêter d'être naïf là-dessus. On a un pays qui ne pèse plus au niveau de l'Europe. Il n'a aucune action de par sa détresse financière, économique et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on ne pèse plus rien à l'Europe. Et aujourd'hui, les grands pays, les puissants pays européens, eux, ils veulent signer, en particulier l'Allemagne qui commande aujourd'hui. L'Allemagne, et c'est celle qui commande l'Europe. Donc arrêtons de rêver. Nous verrons bien. Monsieur Macron, c'est son habitude. Il balade son monde. Il raconte. C'est un beau parleur. Il embobine les gens et ensuite il fait ce qu'il a envie. Merci beaucoup Christian des Hautes-Pyrénées, merci beaucoup Dominique Roux. Dans quelques instants, notre second débat, Trump a-t-il gagné la bataille de l'image? On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec Bruno Pomar, Pascal Giral, Domenico Cotron et tout de suite le second débat. 947 294 fois, c'est le nombre de fois où les médias français ont parlé de Donald Trump, nettement devant Emmanuel Macron. Et on vous pose cette question: Trump, personnalité la plus médiatisée en France, a-t-il gagné la bataille de l'image? Vous dites oui à 87%, et ça fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Arnaud de Vannes. Oui, bonsoir Sud Radio. Est-ce que pour vous, il a gagné la bataille de l'image, Trump? Pour moi, oui, parce que les Français regardent à l'international comment ça se passe. On voit Donald Trump qui s'efforce de signer une paix avec Monsieur Poutine, qui lui aussi défend son peuple. Donc, au milieu entre les deux, on a une Europe complètement exsangue, affaiblie. Monsieur Breton est persona non grata aux États-Unis. Madame von der Leyen, jamais élue, est loin de faire consensus au niveau des pays européens. Alors, élue par un collège de grands électeurs, exactement, voilà. Oui. Oui, mais au niveau des populations, je suis pas sûr que ce soit un consensus. Donc, pour moi, il a gagné la bataille de l'image, même si les médias mainstream traînent des pieds et ne veulent pas l'admettre. C'est normal, puisqu'ils sont souvent de gauche, très souvent et trop souvent de gauche. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a jamais vu un empire se constituer
sans l'assentiment des peuples. Arnaud, Donc l'Empire, oui. On va faire réagir Domenico qui a vécu aux États-Unis. Exact. Alors, Trump, il était détesté par une grande partie des médias américains, c'est-à-dire tous sauf Fox News pratiquement. Ouais, il était détesté par beaucoup de médias de gauche américains, je rejoins l'auditeur là-dessus, oui. et par une très grande partie de la population de gauche américaine. Mais Trump a toujours eu déjà c'est une machine médiatique. Mais il a toujours eu ce truc de dire, peu importe qu'on parle en bien de moi ou en mal de moi, tant qu'on parle de moi, c'est le principal. Et aujourd'hui, à travers ça, mine de rien, il fait passer sa politique. Parce que aujourd'hui, il impose tout à tout le monde. Déjà parce que c'est la première puissance mondiale. Et parce que, mine de rien, quand il dit attention, et publiquement à la télé, je vais donner l'exemple des droits de douane. Si tu veux jouer, je te mets des droits de douane. Ouais, c'est clair. Forcément, il gagne déjà la bataille de l'image et il gagne la bataille politique. Pascal Giral. Oui, effectivement, il a gagné la bataille de l'image. Vu du côté français de la chose, quelle image ? Image positive, image négative. Moi, je pense que la majorité des Français ont une opinion négative de l'image de Donald Trump. Mais il s'en fout un peu, c'est pas les Français qui votent. Je dis pas qu'il s'en fout pas. Je dis que quand on en discute un peu comme ça, les différents intermoiements et puis changements de direction diverses et variées, on va pas dans le sens d'une bonne image, je pense. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. En fait, c'est ce que tu dis. Ce qui est rare chez les politiques. Surtout à ce niveau. Il a un challenge à remporter. Donald Trump, c'est quand même l'homme le plus puissant au monde. Quoi qu'on dise, il a en face la Chine. Oui. Et il veut montrer qu'il veut imposer, à l'Europe, à la Chine, à la Russie, avec qui il faut des compromis également. Mais quoi qu'il en soit, c'est une puissance pure et dure. Et le mec, il se fout qu'on parle bien de lui ou pas. Il continue à avancer. Nos politiques devraient prendre parfois quelques exemples sur lui. Domenico, qui connaissait bien les USA. Pour répondre à ce que disait Pascal, il n'est pas bien vu côté français parce qu'on ne dit pas les choses. On va le faire passer pour le grand méchant loup de la pub d'Intermarché dont on parlait hier. Oui. Mais non, il est gentil, celui de l'Intermarché. Vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté. Par exemple, quand il est au côté américain, il fait des bonnes choses. Je veux dire, aujourd'hui, on a aux États-Unis l'équivalent de la taxe foncière. Par exemple, ça s'appelle la property tax. Il l'enlève. C'est-à-dire qu'il redonne du pouvoir d'achat aux Américains. Il fait des choses dont notre président est incapable de faire. C'est parce qu'on n'est pas habitué, c'est pour ça. C'est ça. C'est parce qu'on n'est pas habitué à avoir un président qui se bat pour son pays et ses habitants. C'est pour ça peut-être qu'il est mal vu côté français. Mais est-ce que la question que pose justement Domenico, il dit sur les droits de douane, on l'écoute. Mais un président français, il a 0% de pouvoir sur les droits de douane puisque c'est la Commission européenne qui décide. Est-ce que c'est pas la preuve, Pascal Giral, que il y a ceux qui décident et ceux qui ne décident pas, et malheureusement, un président américain décide, un président français ne décide plus de grand-chose. C'est surtout la preuve qu'il faut refonder notre système, puisque le système côté américain qui a l'air de marcher en menaçant avec des droits de douane, comme vous le disiez, c'est impossible de le faire de notre côté à cause de l'Europe. Il y a peut-être des choses à revoir de ce côté-là, remettre les choses à plat, voilà, tout simplement. Et il faut rappeler juste quand il a été réélu, là, quand même, les Afro-Américains et compagnie, donc les grandes majorités de gens pauvres, ont voté pour lui. Bien sûr. C'est pas que les milliardaires et les millionnaires américains, attention. C'est les classes populaires massivement. Non, il a séduit tout le monde, quoi qu'on dise. Et ça plaît pas à la gauche, évidemment. Les élites ont voté majoritairement démocrate. Arnaud Devanne, quelque part... Le tout, comme le disait Bruno Pomar, et comme le disait d'ailleurs l'ensemble des vraies voix, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Est-ce que c'est pas finalement la rhétorique de Trump ? Carrément. Je suis tout à fait de cet avis-là. Effectivement, mais il faut se rendre compte que les médias français sont quand même à majorité de gauche, donc on comprend que les gens critiquent Trump parce que les médias ont quand même un pouvoir important en France. Moi, je vois ça comme ça. Alors, je répondais à notre ami Pascal Giral en lui disant que même si les médias français disent très majoritairement du mal de Donald Trump, il s'en fiche parce que c'est pas les Français qui votent ou qui votent pas pour lui, c'est les Américains. Vous qui connaissez bien les États-Unis, Domenico, est-ce que quelque part, un président américain, c'est pas le chef de l'empire et qui se fout un peu de ce qui se passe ailleurs, sauf peut-être en Chine, parce que là, c'est vraiment une superpuissance aussi. Ça. En fait, et voir en Russie qui a un petit peu plus de tête nucléaire que les USA, mais qui pèse pas du tout la même chose économiquement. Voilà, Trump réfléchit surtout au niveau économique. C'est un businessman, on le sait. Et aujourd'hui, celui avec qui il va marcher,
c'est la Chine, c'est son principal concurrent. Oui. Les autres, ils s'en foutent. C'est comme ça. Il impose. Voilà. Et quand on parlait tout à l'heure de ce qu'on pourrait faire en retour, on a évoqué par exemple des sanctions contre les Américains. Je vais donner 2 exemples. Les cartes bancaires, Visa, Mastercard. C'est américain. C'est américain. American Demain, Express si on aussi. dit stop, ça ne marche plus, les Européens vont faire quoi? Demain, ouais. Google, on dit, ou Microsoft, dit stop, on arrête Windows. On va faire quoi? Vraie question. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi, tout simplement, quand le président américain décide, les Européens exécutent. C'est tout. Oui. Est-ce que c'est pas quand même très inquiétant et qui montre en fait la faiblesse majeure des Européens, Bruno Pomar ou Pascal Giral? Mais totalement, c'est pas nouveau, hein, c'est pas un scoop, hein, je dirais. Quand on voit déjà que nous, entre Européens, on ne s'entend pas et qu'on sait que c'est ceux qui dominent actuellement, c'est les Allemands, point final, la partie est déjà jouée d'avance. Donc c'est là toute la problématique de l'Europe. Un mot très court. Oui, juste un trait d'humour, c'est ce que disait Jean Gabin, dialogue de Michel Audiard dans Le Président. Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur dans des proportions qui restent à déterminer. Excellente citation. Merci beaucoup Arnaud Devanne. Tout de suite, et si j'étais ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est Dominique du Vaucluse qui est notre ministre de l'Environnement. Bonsoir monsieur le ministre. Merci, bonsoir Philippe. Et que feriez-vous si vous étiez ministre? Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre de l'Environnement, pardon? Je commencerai déjà par m'augmenter. Excellent. Excusez-moi, mais on ne pourra pas vous dire que vous ne manquez pas d'énergie. Forcément. J'en produis énormément à moi tout seul. Il faut dire que je brasse beaucoup d'air comme ces éoliennes que j'arrêterai immédiatement pour économiser déjà 100 milliards de cette énergie alternative qui nous coûte très cher, qui pollue l'environnement, qui pollue le visuel et qui détruit nos beaux visages, première chose. Et puis je supprimerai l'OFATE, ce lobby éolien allemand installé au cœur. Je viens de le découvrir juste à côté de mon bureau au ministère. Ça parle allemand et ça fait dépenser beaucoup d'argent à la France pour qu'on achète des produits allemands et qui en fait enrichissent nos amis allemands. Donc je supprimerai l'OFATE, je supprimerai immédiatement les 100 milliards qui sont prévus pour le développement de l'éolien et je rétablirai immédiatement la filière Astrid, vous savez cette filière qui utilise du nucléaire, le fameux MOX. Voilà ce que je ferai immédiatement. Alors le MOX, c'est un combustible nucléaire très peu radioactif, exactement, qui est tiré sur des déchets. Je pense, tiens, Bruno Pomar, je connais bien votre département aussi, l'Aude. C'est vrai que quand on traverse l'Aude, moi j'ai un peu l'impression que c'est la France défigurée avec le nombre d'éoliennes. Vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur le ministre? Ah mais c'est une catastrophe, mais bien sûr. Il y a tout du côté de Castelnaudary jusqu'à Carcassonne, après jusqu'à Narbonne et Narbonne vers Perpignan, c'est des zones venteuses, mais c'est l'horreur. Et alors si on va même un peu plus loin, moi j'ai survolé un ULM, l'Espagne, etc. C'est pire chez les Espagnols. C'est une cata. Ben oui, c'est une catastrophe. Alors, on nous explique que c'est vachement plus intéressant, que c'est plus écologiste, tous les grands mots habituels. Mais quand on voit, par exemple, pour recycler les pales. Oui. Faut savoir que c'est impossible à recycler pour le moment. Donc on fait des grands trous, on les enterre. Parce qu'elles sont mortes au bout d'une quinzaine d'années, je crois, ou une vingtaine d'années. Bon, la réponse, elle n'est pas là, de toute manière. Et on sait que c'est le nucléaire, pour l'instant, qui nous nourrit en matière d'électricité. Point final. Bon, il y a toujours les opposants du pour et du contre là-dedans. En fait, on ne sait pas trop quoi comprendre là-dedans, mais moi je crois au nucléaire, point final. C'est la meilleure des solutions. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez une belle promotion et au moins vous ne brassez pas du vent, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans quelques instants, le tour de table de l'actualité des vraies voix. Bruno Pomar, votre tour de table, tant qu'on est avec vous. Alors, moi, mon tour de table, on va parler de la sécurité de ces fêtes. Vous savez que c'est mon dada, la sécurité. Pour parler de nos forces de police, c'est important de le dire. Comme c'est surprenant. Pascal Giral. Et moi, je vais parler de l'évolution du malus écologique pour les voitures à partir du 1er janvier 2026. Et vous, Domenico? Eh ben moi, ça va être LFI, un jour, un sketch, la misogynie d'un député LFI. Eh ben, restez bien avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Très bon. Hein. Retour des vraies voix avec Bruno Pomar, Pascal Giral, Domenico Cotron. C'est l'heure des tours de table de l'actualité. Mais on est chez les fous là. Oui, je vous le donne en mille, le meilleur fion c'est celui de Lucette. Ah mais là c'est sérieux. Précisons que le fion ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs quoi. D'habitude quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lay. Et il reste 4 secondes pour avaler. Le tour de table de l'actualité.
Merci Maxime pour ce jingle, pour ma dernière de l'année. Le moins qu'on puisse dire est que ça envoyait le bois. Merci Oui, Maxime. c'est léger. Très belle fête à vous. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on va commencer avec vous, Bruno Pomar, sur la sécurité autour des fêtes de fin d'année. Oui, c'est quelque chose, il faut le rappeler, et puis soutenir, encourager, mais ça on le sait, il y a 85% de la population qui soutiennent nos forces de l'ordre et qui font un travail considérable pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour protéger ces moments de fête qui sont importants, et c'est vrai qu'à l'amorce de ce premier de l'an, effectivement, il va falloir que, encore une fois, près de on pense 80 000, 90 000 fonctionnaires de police, de gendarmerie seront mobilisés sur le terrain pour nous protéger, pour qu'on puisse faire, nous, la fête. Voilà, c'était important de le dire encore ce soir, et de dire que le ministre de l'Intérieur avait donné des consignes très strictes au préfet pour pouvoir faire appliquer évidemment les règles sur ce sujet-là, parce que c'est important de le faire, et d'espérer évidemment qu'il n'y ait pas trop de casses comme il y en a souvent, les voitures brûlées, tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est la tradition du jour de l'an, les voitures brûlées. Il n'y a qu'en France que ça existe d'ailleurs. Ouais, on peut rêver, mais quoi qu'il en soit, voilà, être vigilant sur le maintien de l'ordre, rétablissement de l'ordre quand c'est nécessaire, sur le terrorisme, malheureusement, qui est toujours présent, prégnant dans notre société, dans nos sociétés occidentales, de façon générale. Et on sait que toutes les unités d'intervention sont présentes sur le terrain pour assurer, encore une fois, notre sécurité, qu'on puisse vivre en paix. Donc, soutien total à nos forces de l'ordre. Je pense que mes deux compatriotes seront d'accord sur le sujet, mais c'est compliqué pour nos policiers de nos jours. Pascal Girard, vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, complètement. Ils font un boulot formidable. Il faut être de tout cœur avec eux. Il faut surtout arrêter de les critiquer systématiquement et voir ce qu'ils endurent au quotidien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais complètement. Et tout à l'heure, on parlait que j'ai vécu aux États-Unis. Ben, tu vois, Bruno, sur ma voiture, j'avais un petit sticker avec le drapeau américain et la bande bleue. En soutien aux forces de l'ordre. Ah oui, pour moi, mais c'était beaucoup. Et ça devrait être quelque chose en France qu'on devrait développer. Et malheureusement, quand on a des députés qui expliquent que la police tue et qu'après derrière au petit bobo fait appel à la police en disant venez me protéger. Et les refus d'obtempérer, t'en as pas beaucoup là-bas aux États-Unis. Non. Aux États-Unis, non, pas trop. Hein. Ouais, et puis là-bas, vous parlez pas mal à un policier. Sinon, moi, une fois, j'ai discuté un PV où je m'étais garé 2 minutes, mais vraiment une minute avec mon épouse qui était enceinte et très enceinte pour qu'elle soit devant le truc. Je la dépose, je reviens, j'étais en train de prendre une prune. Je dis I'm sorry et la flic me répond avec la main sur le flingue, so am I. Moi aussi, je suis désolé. Je peux vous dire que quand elle m'a regardé avec la main sur le flingue, j'ai pas négocié. J'ai pas négocié la prune. Pascal Giral, votre tour de table, vous, c'est sur le malus écolo. Oui. Alors, vous savez qu'en France, on est les spécialistes des usines à gaz. On change les règlements toutes les 5 minutes. Une fois que tout le monde a compris le règlement, on change le règlement. Sinon, c'est pas marrant. Et ben, à partir du 1er janvier 2026, on va encore faire évoluer le malus écologique pour les voitures. Alors, quand vous achèterez une voiture, la première immatriculation sera soumise au malus. Alors, dans le malus, il y a 2 composantes. Il y a la composante CO2 et il y a la composante du poids. Alors, la composante CO2, ça dépend du nombre de grammes que la voiture diffuse dans l'atmosphère, nombre de grammes au kilomètre. Oui. Il y a un barème de 86 lignes. Gramme par gramme. M'entendez bien? Gramme par gramme, de 108 grammes à 193 grammes. Vous avez fait maths sup? Vous avez fait Polytechnique? Non. Bon, alors je continue. Ok. Alors, vous ajoutez à ça le poids. Oui. Alors, le poids de la voiture était avant, la limite c'était 1600 kilos, c'est tombé à 1500 kilos. Le poids de la voiture en ordre de marche. Alors, c'est quoi une voiture en ordre de marche? C'est une voiture plus le carburant, plus les liquides, les équipements, les outillages, la roue de secours, et le poids du conducteur qui est fixé empiriquement à 75 kilos. Vous pesez combien? Je ne vous dirai pas mon poids, mais c'est au-dessus de 75 kilos. Eh ben, vous êtes gagnant, figurez-vous. Oui, j'y suis gagnant. Entre le gars qui pèse 90 kilos et celui qui pèse 40 kilos, c'est le même tarif. Exactement. Et là, alors là, ça se chiffre au kilo supplémentaire par rapport à la base de 1500. Vous suivez là? Oui. Bon, ok. Alors ça, vous l'ajoutez au tarif d'avant. Moi, j'ai décroché là. Oui. Attendez, c'est pas fini. Il faut avoir fait Mathieu pour X. Mais attention les yeux. Vous avez aussi des abattements. En fonction de si votre voiture est hybride ou pas hybride. Vous avez un abattement de 600 kilos. Si elle est hybride rechargeable, vous rajoutez 200 kilos à ces 600 kilos, à condition que le plafond ne dépasse pas 15% de la masse totale de la voiture. Putain, mais qui vous me suivez toujours? Qui c'est qui a fait ça? Bon, si votre voiture est hybride classique, vous avez un abattement supplémentaire de 100 kilos jusqu'en 2028. Après, on ne sait pas. Après, on ne sait pas 2028. Vous voyez, c'est une usine à gaz. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est Bercy? Les technos, c'est Bercy, ça probablement Bercy, le ministère. Est-ce que quand on voit ça,
on se dit pas vraiment afuera. À se dire que tous ces technos qui pondent des trucs imbuvables, c'est eux qui me foutent la France. Voilà, on voit le résultat. Et encore là, on n'en est pas au deuxième immatriculation, parce que je crois qu'ils vont. Oui, parce qu'ils voulaient mettre aussi un malus sur le. Ils sont en train de nous concocter quelque chose là, en loose. Mais même quand on taxe les mecs qui ont des grosses bagnoles de sport, les Ferrari, Jaguar, tout ce que vous voulez, les grosses voitures à des. Il n'y a pas besoin que ce soit au niveau d'une Ferrari pour être taxé en France. Non, mais c'est surtout que les voitures sont tellement bien faites, en même temps qu'elles sont en minorité, mais on les taxe, on retaxe, etc. Alors que ce sont eux encore qui abondent notre pays en matière d'impôts. Donc c'est fou. Alors on va pas être totalement. Pardon. Vous avez un tout petit mot en plus. Un tout petit mot en plus. Il y a juste. Alors, on a parlé que du malus. Il y a aussi un petit coup sur le bonus qui est super. Ah bah tiens. Ah bah oui, sur le bonus, si vous avez une voiture de moins de 2 tonnes 4 qui fait moins de 47 000 euros, vous avez le droit à un bonus de 5 700 euros. Mais à condition que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 16 300 euros par an. Ce qui veut dire, c'est 16 300 euros par an, ça fait par mois 1358 euros. Alors, excusez-moi, mais quand on a 1300 euros par mois, on n'a pas une voiture à 47 000 euros en général. Voilà, mais c'est exactement là que je voulais en hors des niveaux de compréhension, à mon avis, de certains hauts fonctionnaires. Domenico, vous avez mal au crâne, là, je crois. Ouais, en fait, je vais renouveler mon pass Navigo, tout simplement. C'est plus simple. Repart aux États-Unis. Non, franchement, non. Non, mais vous êtes d'accord que c'est n'importe quoi. Mais c'est affolant. Mais c'est l'usine à gaz totale. C'est le mélange du Bureau d'Alfred Jarry et de Kafka. Quoi. Moi, la question que je me pose, c'est le gars qui a pondu ça, est-ce que lui-même sait ce qu'il a pondu? Est-ce qu'il a compris ce qu'il a écrit? Oui. Ça c'est une bonne question. Ouais, j'aimerais bien le rencontrer pour vraiment savoir si vraiment il a compris ce qu'il a pondu. Alors là, Pascal Viral, c'était magistral. Là, pour ceux qui ont compris, c'est fabuleux. C'est énorme. Votre tour de table, Domenico. Moi, mon tour de table, et ça va être mon coup de gueule à moi. Oui. Et parce que vous allez donc me devoir des droits d'auteur. Avec plaisir. Une fois que j'aurai payé les malus, les bonus, etc. Mais en fait, je me demande où sont passés les féministes de gauche, d'extrême gauche. On a un député LFI, Carlos Bilongo, qui a fait un petit podcast, La Librairie Africaine, et qui nous a parlé dont on commence à parler beaucoup sur Internet, là. Et qui a parlé de deux personnalités politiques de droite africaines, racisées, comme ils aiment bien préciser, de Ramayad et de Rachida Dati. Donc Ramayad, ça serait la caution, entre guillemets, antiraciste de la droite, qui a été placée là parce que noire. Oui. Mais dès qu'elle a voulu faire de la politique par elle-même, elle aurait été virée, selon ses dires, elle aurait été virée. Voilà. Et le pire, et ce que je trouve, excusez-moi le terme, mais de plus dégueulasse, c'est quand il parle de Rachida Dati, en expliquant que si aujourd'hui Rachida Dati est arrivée là où elle en est, c'est grâce à la promotion Canapé. Il dit même, chacun utilise les moyens qu'il veut. 3 petits points. C'est grave, en fait. C'est gravissime de parler comme ça. Et bizarrement, je me suis posé 2 questions. Déjà, d'une part, le réseau Internet de tous ces féministes de LFI, ils fonctionnent plus, ils réagissent plus, on les entend plus. Rousseau, on l'a pas entendu. Hein. Et ni Rousseau, ni Manon Aubry. Je me rappelle de Manon Aubry qui était partie en Hongrie, aller expliquer à Viktor Orban que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Là, bizarrement, elle passe sous un tunnel. Mais la deuxième question, c'est si demain, un député de droite nationale, dirait la même chose de Sofia Chikirou ou de Daniel Obono, comment ça serait perçu de l'autre côté de l'échiquier politique? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense que là, Manon Aubry et Mathilde Panot auraient déjà réagi depuis belle lurette, je pense. Mais tu sais, je vais te dire, il y a un truc qui est très simple chez les gens de LFI. Hein. Ils sont sur des niches. Hein. Mélenchon a donné des consignes. Et on utilise toutes les niches qui, électoralement, peut les faire maintenir. Excusez-moi, accuser quelqu'un de promotion canapé, c'est quand même grave. Mais ça tient, tout ça. Non, c'est de la diffamation. Oui, mais ça tient dans la provocation, etc. Ça plaît à leur électorat. C'est tout, allez, 8 ou 10% qu'ils ont, c'est tout. C'est que ça. C'est que de l'électoralisme. C'est un grand champion, Mélenchon, sur ce sujet-là. Lui, il aime pas les gens, Mélenchon. Il aime juste les électeurs. Donc c'est tout. Il va chercher, et même ces trucs dégueulasses, ils sont capables de tout. Surtout que Bilongo, je crois qu'il n'avait pas eu des affaires concernant des sous-locations d'appartements, lui. Exact. Je sais pas où ça en est, ça. Alors, c'est pas jugé, donc il y a présomption d'innocence, évidemment. C'est vrai que accuser quelqu'un qui est en plus candidate à la mairie de Paris, qui est ministre de promotion canapé, je pense que si on leur envoyait la monnaie de la pièce, et il y a quelques cas dans ce parti qu'on ne citera pas, ça ferait scandale. Ils sont bons attendons la suite de l'épisode. Est-ce que Rachida Dati va répondre? Je l'encourage. On verra, et j'espère qu'elle va répondre. Et elle risque même, à mon avis, de répondre judiciairement pour injure ou diffamation.
attention, c'est y aller aussi. Hein. J'espère, et connaissant le caractère de Rachida Dati, je ne doute pas de sa réaction et j'espère vraiment qu'elle va l'attaquer. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est quand même ce camp là qui donne toujours des leçons de féminisme, etc. Là, comme vous l'avez dit, Domenico, on n'entend pas. Ils sont sous un tunnel. Ils ont piscine, ils sont sous un tunnel. Absence de réaction zéro. Je vous imagine si c'était dans l'autre sens, mais ça ferait déjà, on serait déjà en édition spéciale, non? Ce député qui était Carlos Martins Bilongo. Voilà, un immense inconnu pour la plupart des gens. Si, il sort que pour des trucs comme ça. Voilà, c'est une manière de se faire connaître. C'était peut-être le but de la manœuvre. Oui, bien sûr. Comme il ne travaille pas, il faut bien qu'ils essaient de faire des coups d'esclandre. Merci beaucoup à tous les trois pour vos tours de table de l'actualité. Dans quelques instants, avec Majid de Imat, on va parler, parce que la météo n'est pas très bonne, vous avez entendu notre ami Rémi André, du plan grand froid qui va être mis en place dans un certain nombre de départements, puisque les températures vont être vraiment très froides, et il y a déjà eu un premier décès mort de froid du côté de Reims la nuit dernière. On en parle dans quelques instants. On sera avec évidemment Majid de Imat et Mélanie Ruel, responsable de l'action sociale et des maraudes pour la Croix-Rouge dans le Calvados. Restez bien avec nous et les vraies voix. Retour des vraies voix avec Bruno Pomar, Pascal Giral et Domenico Cotron, et c'est l'heure de l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Majid de Imat. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Le plan grand froid a été déployé dans plusieurs départements et sur le terrain, associations et maraudes sont mobilisées. Et oui Philippe, malheureusement tout le monde n'a pas la chance de passer les fêtes de fin d'année au chaud. Le plan grand froid a été activé dans 20 départements au nord de la France. Une décision des préfets pour protéger les personnes les plus fragiles, notamment les sans-abri. Et ce plan, Philippe, rappelle une réalité dramatique. Le froid tue. À Reims, hier, un homme sans-abri de 35 ans a été retrouvé mort et le froid serait la cause de son décès. Avec nous ce soir, du côté du Calvados, Mélanie Ruel, responsable de l'action sociale et des maraudes pour la Croix-Rouge. Bonsoir Mélanie, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Concrètement, Mélanie, quand le plan grand froid est déclenché, qu'est-ce que cela change pour vous sur le terrain ? Alors ça change beaucoup de choses. On intensifie nos maraudes. Déjà, c'est important, suivant les températures, d'aller encore plus près des personnes en situation de précarité. Et on est sur un déclenchement préfectoral, donc un appel du préfet qui nous demande d'ouvrir un gymnase, d'ajouter des lits d'hébergement en relation avec le 115, bien sûr, et de pouvoir accueillir le maximum de personnes dans le besoin pour éviter que les gens dorment dehors. À Caen, combien de centres ont été ouverts, Mélanie Ruel ? Alors, 2 centres ont été ouverts sur Caen, un avec 50 places et un autre avec 100 places. Oui. Est-ce que c'est suffisant par rapport au nombre de personnes qui, malheureusement, sont sans domicile fixe à Caen ? Alors c'est suffisant, oui et non. On fait le maximum. Après, il faut passer par le 115. Donc là, sur les 2 premières Le SAMU social, donc ? Tout à fait. Alors, il y a le SAMU social de rue qui tourne dans les rues de Caen. Oui. Et le 115, c'est le numéro que tout le monde peut appeler et qui est une plateforme téléphonique avec des travailleurs sociaux qui orientent sur les centres d'hébergement déjà existants et aussi ceux ouverts pendant les périodes de grand froid. Domenico. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une question à vous poser. N'est-il pas possible d'anticiper justement ça ? J'ai l'impression qu'à chaque fois, on déclenche le plan froid que quand on voit qu'il fait froid. Et c'est pas possible d'anticiper parce que personnellement, j'ai l'impression que l'urgence sociale, elle n'est que saisonnière en fait. On va réagir vraiment au moment où il y a le problème. On peut pas anticiper ce problème parce que je veux dire, on sait qu'il va faire froid l'hiver, c'est normal quoi. Oui, Mélanie Ruel. Alors oui, les choses sont anticipées. Une convention est signée avec la Croix-Rouge et les services de l'État dès le début de la trêve hivernale jusqu'à la fin de la trêve hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars, pour sur température froide, ouverture de centres d'hébergement. Là, on a été informé lundi pour une ouverture mercredi soir. Le nombre des bénéficiaires, je suppose, est exponentiel compte tenu de ce qu'on vit actuellement. Évidemment, sûrement des familles, vous prenez en charge, mais je pense aux mineurs isolés qui sont parfois pas dans des structures et qui sont en nombre. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet-là ? Sur ce sujet, je pense que les services de l'État font le maximum. Après, bien sûr, il y aura toujours des personnes en précarité. Je pense que la vie est de plus en plus difficile, aussi bien pour les personnes en situation d'exil, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, et aussi pour les personnes de droit commun, qui ont des fins de mois difficiles. Donc ça peut arriver très vite, à vous, à moi, de finir à la rue demain. Donc le nombre ne fait qu'augmenter, ça on est bien d'accord.
Après, on essaie de pousser les murs. Moi, je dis on parce qu'on est partenaire avec les services de l'État et on sait qu'ils font le maximum, même si, bien sûr, tout est une question d'argent, d'enveloppe budgétaire. On les connaît et ça, je pense qu'on les connaît tous. Mais je pense qu'il y a un travail. Il y a un travail de fait. Il y a énormément de places qui ont été ouvertes pour les personnes victimes de violences conjugales, chose qu'on parlait pas du tout avant. Oui. Donc il y a quand même un gros travail fait par l'État. Il y a des choses mises en place pour les personnes à la rue vieillissantes. Oui. On sait que c'est compliqué d'avoir 40 ans de rue derrière soi, d'être en situation âgée et de rentrer dans une EHPAD ou un établissement. Donc il y a des choses de mises en place. Après oui, il en faudra encore plus, je suis bien d'accord avec vous. Pascal Giral. Oui, moi j'avais juste une petite question, bonsoir. Pendant combien de temps vous pouvez les prendre en charge dans le cadre du plan Grand Froid ? Alors là, sur le plan Grand Froid, il est décidé une fermeture lundi matin. Après, c'est à la météo, monsieur. Donc, normalement, c'est lundi matin. Peut-être qu'ils vont nous demander de prolonger un peu plus. Et dans ce cas-là, bien sûr, on le fera. Mais pour le plan Grand Froid, c'est les règles du plan Grand Froid. Okay. Mélanie Ruel, vous êtes responsable de l'action sociale et des maraudes pour la Croix-Rouge dans le Calvados. Évidemment, avec la Croix-Rouge, vous intervenez sur toute la France métropolitaine et les dom-toms. Est-ce que vous constatez une augmentation des besoins, pas seulement dans le Calvados, mais un peu partout en France ? Oui, les besoins augmentent. Après, comme on disait tout à l'heure, les conflits de guerre dans les autres pays, les vagues migratoires, c'est impressionnant. Même si moi, je trouve que ça a un peu baissé ces derniers temps. Alors peut-être fermeture des frontières, passage en Angleterre un peu plus difficile. Voilà, plein de choses qui peuvent aussi correspondre. Mais on observe aussi une migration différente. Maintenant, les femmes fuient avec leurs enfants. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc oui, ça on l'a vu, l'augmentation. Et pour les personnes en précarité, les droits communs, oui, on a une augmentation. On est sur des points de distribution alimentaire aussi, nous. Sur Caen, on est à 1000 personnes. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Mais c'est énorme. Et nos copains des Restos du Cœur, c'est pareil. Le Secours populaire aussi. C'est sûr que c'est dur. La vie est dure, le logement est dur, tout est dur. Et après, de demander de l'aide, c'est difficile. Majid. Donc c'est surtout ça le travail de longue haleine à faire. Et justement, Mélanie, est-ce que selon vous, les personnes à la rue acceptent facilement d'être mises à l'abri ? Oui, ils acceptent. Après, comme je vous dis, c'est un travail de long aussi, que le SAMU Social 14 fait à longueur d'années, à les rencontrer, à créer un lien de confiance, à créer quelque chose avec eux, où mes bénévoles de la Croix-Rouge le font aussi. Je pense à hier, un bénéficiaire qu'on connaît bien qui ne veut jamais aller en gymnase, jamais aller sur des hébergements d'urgence. Et hier, mes bénévoles ont réussi à le mettre à l'abri. Et c'est une victoire, en fait. Donc, voilà, c'est du travail et de la compréhension aussi de leurs difficultés. C'est aussi ça qui est important. Mais pour quelles raisons certains refusent d'être mis à l'abri ? Parce que dormir dehors par -2, -3 degrés, c'est vraiment pas une sinécure, hein. Il y a des raisons différentes. Il y a des gens qui n'ont pas d'hébergement le long d'année, qui créent leur abri de fortune avec une tente, avec un squat, et qui n'ont pas envie de perdre aussi tout ça, juste pour 5 jours. Il y a aussi le fait que le collectif, c'est compliqué. On n'est pas dans la rue avec eux toute la journée. Donc, tout ce qui peut se passer, les petites querelles, on les voit pas. Donc, le soir, quand ils se retrouvent tous ensemble, ça peut être compliqué aussi. La nuit vieux, ouais. Et puis les addictions aussi. On a aussi énormément de personnes polytoxicomanes, alcooliques, et c'est compliqué d'avoir des règles. Voilà, nous sur nos centres d'hébergement, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, ce qui est normal. Et c'est compliqué aussi pour eux. Et c'est pas de leur faute, c'est une addiction. Alors, une autre question qui se pose, comment est-ce qu'on peut vous aider ? Comment on peut nous aider ? Déjà, on cherche des bénévoles à longueur d'année. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur ou voilà toutes les associations qui existent. Et principalement sur Caen et dans le Calvados, c'est les couvertures.
clairement, on cherche des couvertures à longueur d'année parce que quelqu'un qui est à la rue et qui va dormir avec sa couverture, s'il pleut, le lendemain la couverture elle est mouillée et il peut pas la garder en fait. C'est sûr. Donc on a des couvertures jetables, hein, c'est malheureux mais c'est vrai. Donc on cherche des couvertures et puis malheureusement les gens en ont plus. Maintenant on est à la couette, on n'a plus nos vieilles couvertures comme on avait avant. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça c'est vraiment le plus difficile à trouver. Merci beaucoup Mélanie Ruel. Je rappelle que vous êtes responsable de l'action sociale et des maraudes pour la Croix-Rouge dans le Calvados et vous avez bien évidemment tout notre soutien bravo, pour ce que vous faites pour aider les gens nécessiteux qui sont malheureusement dans nos rues. Dans quelques instants, le coup de gueule. Eh bien écoutez, je vais faire mon coup de gueule pour 2025 en attendant bien évidemment 2026 et ensuite la question du soir, réquisition de médecins. Est-ce que c'est normal ou scandaleux? Eh bien vous dites à 52% que c'est normal. Merci beaucoup Majid. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec Bruno Pomar qui est en pleine forme, hein, comme d'habitude. Ah ben il y a les fêtes, oui. J'ai eu un super cadeau un peu. Je vous le dis pas mais je le porte au pied. Ah, c'est quoi? Des super pompes, des trucs. C'est bien. Des jeunes, ouais. Ça vous va bien. Pascal Giral qui a été aussi gâté par le Père Noël, je parie. Oh oui, plein de choses. En forme. Plein de choses, oui. Magnifique. Et Domenico Cotron peut gâter aussi, tout va bien. Je crois que tu m'as fait un très beau cadeau hier, Philippe. Qui a été renouvelé par la force des choses. Avec plaisir. Allez, tout de suite, je vais râler pour la dernière fois de l'année. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même des 34 875 villages de France métropolitaine, auxquels s'ajoutent 212 villages d'outre-mer, ce qui fait un total de 35 087 villages. Pourquoi 35 087 villages répartis sur 4 continents? Parce que ce coup de gueule étant le dernier de l'année, je vais mettre dedans les choses qui vont le plus horripiler en 2025. Commençons par notre classe politique qui, en cette période d'absence de budget, a montré toute son incurie. La France est le pays le plus taxé au monde ou presque. Les particuliers et les entreprises croulent sous les impôts. Notre État gaspille notre argent et n'a plus connu un budget en équilibre depuis plus d'un demi-siècle. N'imaginez pas que notre classe politique pourrait se remettre en question et envisager de réduire la voilure pour un État devenu aussi omnipotent qu'impotent. Une seule idée est envisagée par la quasi-totalité de la classe politique, encore et toujours plus d'impôts. Continuons avec le déclassement permanent de la France dans le monde. L'Algérie passe son temps à nous piétiner en votant une loi condamnant la colonisation française sans en voter une concernant la colonisation ottomane ni la colonisation arabe. Elle refuse de reprendre ses OQTF et maintient un journaliste français, Christophe Glaise, derrière les barreaux. Peu importe, nous courbons les chines. Une France si déclassée que même au sein de l'Europe, dont elle est pourtant un pays fondateur, plus personne ne l'écoute, à commencer par la présidente de la Commission européenne qui ne nous a même pas consulté au moment de l'annonce de la hausse des droits de douane par Trump. Pour le déclassement économique, il est général, avec une industrie qui ne représente plus que 9% du PIB, au niveau d'un autre État en faillite, la Grèce, et une agriculture qui n'est plus compétitive, tuée par nos normes absurdes qui veulent produire plus vert que vert, comme certaines lessives lavent plus blanc que blanc. En attendant, le Mercosur qui va nous être imposé en début d'année, vous pouvez compter dessus. J'arrêterai là pour ne pas être trop long, mais croyez-moi, je ne manquerai pas de sujet pour continuer à pousser mes coups de gueule au micro de Sud Radio en 2026. Bruno Pomar. Est-ce que je joue les Cassandres ou est-ce que finalement, moi j'aurais pu en mettre encore, hein, sur la sécurité, sur plein d'autres choses? Je crois que oui, le pays part en déliquescence totale, quoi. Au niveau économique, au niveau social, au niveau sécurité. Et pourtant, si je parle que de la sécurité, évidemment, le travail de nos policiers est incontestable. Nos 150 000 policiers, 100 000 gendarmes, 30 000 policiers municipaux font un travail formidable, mais on est dépassé partout par une immigration qu'on n'a pas envie. Il y a une immigration qu'on veut, choisie, comme on dit, mais une immigration qu'on n'a pas envie d'avoir et qui nous pose beaucoup de problèmes et qu'on a du mal à maîtriser, encore une fois, en matière de sécurité, je parle. Et sur l'économie, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, les entreprises, on est de plus en plus taxés. On parlait des agriculteurs, les normes européennes qui nous taxent déjà de normes, etc.,
vous on rajouté remet des louches. Parce que nous, on aime bien remettre des surtaxes, nous on remet, parce que comme ça, on montre les bons élèves. Des usines à gaz version Pascal Giral sur le ce que nous a dit Pascal tout à l'heure, voilà. Non, on part complètement en sucette, c'est dramatique, ouais. Pascal Giral. Oui, et encore, vous avez fait une liste courte. Oui, non, parce que je voulais pas squeezer toute la fin de l'émission quand même. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On constate que ça se passe comme ça. J'espère qu'on aura un sursaut un jour pour éviter que tout ça se déroule. Alors là, vous avez parlé que de 2025. Qu'est-ce qui nous attend pour 2026? Je sais déjà, je peux me tromper, je vous donnais la parole Domenico, mais je peux me tromper. Mais je pense que dans un an, on aura exactement les mêmes récriminations à faire. Hein. Oui, en plus de celles de 2025, on aura celles de 2026. Mais qui seront les mêmes plus d'autres. Voire celles de 2025 en pire. Domenico Cotron. Moi, pour 2026, il y a une question qui me taraude. Est-ce que notre cher président dira que votre chronique, c'est du brainstorming? Parce que du brainwashing. Brainwashing, ouais. Parce que c'est ce qu'il avait expliqué, en fait. Que ceux qui parlaient d'insécurité, qui disaient comment ça allait mettre, c'est des gens qui lavaient le cerveau des gens. Exactement. Et il y a un moment donné, je me dis, mais comment font ces gens pour ne pas voir la réalité des choses? Les agriculteurs sont en train de souffrir, on le voit tous les jours. Et on les a entendus tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, on a des chaînes d'infos 24/24 en continu. Ils voient la misère des gens. Quand des commerçants, des artisans, et je sais de quoi je parle, disent on n'en peut plus des normes, des charges, de tout. C'est impossible. Les policiers craquent, disent on n'en peut plus. Quand on fait une interpellation, quand il y a un refus d'obtempérer, c'est le policier qui est condamné. C'est le monde à l'envers. Et ces gens-là, ces élites-là vous disent tout va très bien. Tout va très bien. L'insécurité, c'est un sentiment, comme nous avait dit un cher ministre. Et vous pouvez le dire, Éric Dupond-Moretti, c'est un fantasme alimenté par l'extrême droite. Vous voyez, par exemple, là, il y a encore eu, comme j'avais expliqué tout à l'heure, un dit barbecue à Marseille. Alors, un barbecue, c'est quand les trafiquants de drogue règlent leur compte entre eux, ils en mettent un vivant dans le coffre d'une voiture, ils mettent un bidon d'essence et ils mettent le feu à la voiture. Et pourtant, Emmanuel Macron a été à Marseille, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, mais quand on sait que l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, était un des avocats d'un des chefs de la DZ Mafia. Comment voulez-vous qu'il règle ce problème? Quand on sait que la loi sur le narcotrafic fait 37 décrets. Sur les 37 décrets, il n'y en a que 6 qui ont été signés. On attend quoi, en fait? Une partie a été censurée par le Conseil constitutionnel. Voilà. Comment voulez-vous que les choses s'arrangent? C'est pour ça que je pense que les coups de gueule de 2026, ils vont perdurer encore longtemps. Bruno Pomar, vous qui avez été un ancien flic d'élite, c'est vrai qu'on voit le politique vote des lois, notamment la loi Marco, elle est vidée de sa substance, en grande partie par le Conseil constitutionnel, où les gens ne sont pas élus, soit dit en passant. Et aux grandes dames de Retailleau, de Darmanin également, qui sont quand même 2 ministres qui ont fait les choses. Et Laurent Nunez est là aussi pour le oui. Mais il y a des choses qui sont faites. Hein. Pour autant, il y a des choses qui sont faites. Quand on parle du narco, évidemment, Darmanin s'est mouillé, et pourtant il a bataillé pour avoir ces prisons de haute sécurité. Mais malgré ça, en mettant en place des maisons. Je vous préviens, il y a des recours contre les prisons de haute sécurité en disant que ce sont des conditions inhumaines et qui demandent auprès de la CEDH, etc., qu'on annule ces prisons. On a l'exemple de la France. Voilà. Bukele, au Venezuela, il s'emmerde pas. Lui, et pourtant, on avait un super binôme avec Retailleau-Darmanin, qui aujourd'hui, pour moi, est tout aussi efficace avec Laurent Nunez et Darmanin. Et je ne comprends pas qu'on n'y arrive pas, en fait. Dominique, vous voulez réagir, Pascal? Oui, moi je pense simplement qu'on vit pas tous dans le même pays, parce qu'il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Conseil constitutionnel, etc., etc. Et dès que le gouvernement prend une décision, on en trouve toujours un pour dire le contraire. On dit non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est interdit. Bon, alors évidemment tout s'arrête, et donc à partir de ce moment-là, c'est du surplace et plus personne ne fonctionne. Mais vous pensez que quelque part, un jour, je pourrais arrêter de râler au moins sur ces 3 points? Faudra attendre mai 2027. Et puis en mai 2027, on aura un président ou une présidente, mais on n'aura toujours pas les députés parce qu'il y aura une dissolution, ça c'est sûr et certain. Et puis après, je peux vous dire, vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez. Si le Conseil constitue les censure, ça ne servira pas à grand chose. Le Conseil constitue, il est placé par le président, certes pour 9 ans, mais je veux dire, on peut réformer la constitution de notre pays.
C'est pas un problème. Oui, mais c'est pas gagné d'avance. Non, moi, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une majorité au Parlement. Point final. Oui. Et donc, moi, il faut retourner aux urnes, il faut voter. Bien sûr. Si c'est le RN qui passe, c'est le RN, c'est comme ça. C'est la démocratie. Si c'est les. Enfin, je pense pas, la LFI, pas du tout, mais je veux dire, qui que ce soit, qui ait une vraie majorité, parce qu'on ne peut plus gouverner. Oui. Le gouvernement, il est bloqué en permanence. On a 3 blocs. Il n'y a rien qui avance. On le voit bien. Hein. On fait des mesurettes. Et même là, sur le budget, on est en train de. Le Cornu se bat. Le Cornu, on peut pas lui reprocher ça. Mais on est toujours dans des mesurettes. On est dans les mesurettes. On ne touche absolument pas à la dépense publique. Hein. Ah, surtout pas. Ah, ben surtout pas. Oui. Et le nœud gordien, il est quand même là. Hein. Les agences d'État. Ah, ben oui, 80 milliards, mais c'est ça rien. permet de planter tellement de copains. C'est 80 milliards minimum. Oui, c'est ça. Donc, ça, on case tout un tas de copains à ces trucs-là. Donc, automatiquement, c'est un peu délicat du jour au lendemain de leur dire dégagez. Au même titre qu'à France Télévisions, avec 10 000 employés et 4 milliards. Eh bien, je vous préviens, vous m'avez bien motivé pour râler encore en 2026. Merci à tous. Dans quelques instants, on va parler des médecins des Bouches-du-Rhône qui ont été réquisitionnés parce qu'il y a une épidémie pendant leur congé de bronchiolite et de grippe. Et on vous pose cette question, réquisition des médecins, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est scandaleux? Eh bien, vous pensez que c'est normal à 54% et donc scandaleux à 46%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix. Retour des vraies voix avec Bruno Pomar, Pascal Giral, Domenico Crotron et c'est la question du soir. 17... Les vraies voix Sud Radio. 17 médecins généralistes ont été réquisitionnés jusqu'au 4 janvier pour gérer les épidémies de grippe et de bronchiolite dans les Bouches-du-Rhône. Pour l'UFML, c'est une violence. Ces médecins déjà surchargés se voient obligés de travailler encore plus pendant les fêtes. Et on a le bonheur d'avoir avec nous le président d'honneur de la FMF, la Fédération des médecins de France, docteur Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un régulier des vraies voix. On vous souhaite un joyeux Noël avec une journée de retard. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitions de médecins? Moi, je trouve ça génial parce que... Je sens qu'il y a du second degré chez vous. Les ARS ont oublié qu'il y avait des manifestations qui étaient prévues, une grève qui est prévue le 5 janvier, du 5 janvier au 15 janvier. Et en 2002, quand les gendarmes s'étaient présentés dans les cabinets pour réquisitionner les médecins qui faisaient la grève des gardes, eh bien, ça avait fait flamber le mouvement. Donc, les ARS qui réquisitionnent, ça illustre leur incompétence pour régler le problème de la démographie médicale. Et quand on sait que... Alors, attendez, il y a un écho là pour vous. Non, on vous entend bien. On entend bien, oui. Ça va? Ah, ça va très bien. Et quand on sait que les médecins généralistes devraient être une espèce protégée, tant le niveau de désertification s'étend en France, là, ils sont en train de vouloir réquisitionner des types qui ne sont pas aux 35 heures. Leur moyenne horaire par semaine, c'est entre 55 et 60 heures. Et comme ils sont pas capables d'enrayer la désertification médicale, ils vont pas aller réquisitionner les médecins des centres de santé qui sont salariés ou les médecins conseils de la sécurité sociale. Non, on tape sur les médecins généralistes une fois de plus, alors que ça devrait être une espèce protégée tant la désertification médicale est importante. Bruno Pomar, qui connaît les déserts médicaux en étant maire de Belleflou dans l'Aude. Oui, ça c'est clair qu'on en aurait besoin. Merci Jean-Paul Hamon de nous envoyer quelques médecins chez nous. Non, Jean-Paul, une question très simple. À situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, est-ce qu'à un moment donné, je comprends les problématiques évidemment sur le monde médical, mais on peut mettre le paquet à un moment donné pour une situation qui est quand même exceptionnelle, non? Alors, il n'a pas entendu la question parce qu'il y a eu un problème de liaison. La ligne a été coupée. On va le rappeler. On va prendre votre avis, Pascal Giral. Oui, alors, comme le disait Bruno, effectivement, en matière de médecine, il y a des cas exceptionnels. Il y a des moments où il faut se concentrer un peu en cas d'épidémie. Mais moi, sur le principe, ça me choque pas parce que il y a d'autres corps de métier où on les mobilise. Quand il y a une tempête, on mobilise l'EDF, on mobilise tout le monde. Les pompiers, on mobilise les pompiers. Quand il y a des manifs, on mobilise la police. Donc quand il y a des épidémies, pourquoi pas mobiliser les médecins? Oui, mais Jean-Paul Hamon, il prend un peu la stature de représentant des médecins. C'est pour ça qu'il réagit. Je vais aller à l'inverse de mes deux comparses. Très bien. Parce que c'est le principe du débat. Pour moi, je trouve ça scandaleux. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus, on va dire, une exception. Ça devient un mode de gestion de la part de différents gouvernements. Je rappelle juste qu'on a eu une grande épidémie qui a déferlé sur le monde et qui n'a appris strictement rien au gouvernement français.
C'est le Covid. Il y a 5 ans. C'est Oui. vrai Voilà, il n'y a pas longtemps, il me semble. C'était Il y a 5 ans, 6 ans. C'était la fin du monde. Début 2020. Et j'estime qu'on n'a rien appris. Là, aujourd'hui, il y a une épidémie de grippe. Waouh, on a la grippe en hiver. Oh, mon Dieu, c'est catastrophique. Elle a toujours été, la grippe. Elle y a toujours été. Tous les hivers, il y a des grippes. Non, mais Dominique, tu peux pas dire ça. Il faut traiter. Là, tu parles du fond. Du problème général. C'est ce que je dis. Gouverner, c'est prévoir. Et oui, à un moment donné, on ne peut pas se servir d'une réquisition pour faire de la gestion. Alors, on a retrouvé Jean-Paul Hamon et on va aller au 0826 300 300. Jean-Paul Hamon, je vais faire la synthèse de ce qu'on dit les vraies voix. Il y en a qui disent du côté de Pascal Giral et de Bruno Pomar, il faut réquisitionner. Vous avez Domenico Cotron qui dit que c'est pas normal. Mais le numerus clausus, c'était en 71 qu'il a été fait. Ça fait donc 55 ans. Ça fait un certain temps. On nous a dit qu'il avait sauté, alors récemment c'est vrai, mais est-ce qu'il a sauté pour de bon? Parce que si on avait le nombre de médecins, il n'y aurait pas besoin d'en réquisitionner. Hein. Jean-Paul Hamon? Il a disparu. Problème de ligne. On va donc aller au 0826 300 300. Bonsoir Gérald. Bonsoir. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire où on a réquisitionné les médecins des Bouches-du-Rhône? Bon, déjà, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi, avec un jour de retard également. Mais le cœur y est. Voilà, mais tout va très bien. Tout va très bien. Vous n'avez pas compris que tout va bien? Non, c'est vrai. Vous pouvez ajouter Madame la Marquise, vu votre ton. Non, mais je suis complètement d'accord avec c'est le docteur Hamon, c'est ça? Oui. Mais bien sûr que c'est scandaleux, parce que ça veut dire qu'il y a un énorme problème en France. C'est pas. Alors là, il y a la grippe. On réquisitionne des médecins. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis d'accord, là, il y avait le Covid. Là, on réquisitionnait personne. Mais bon, c'est pas grave. Les ARS sont à côté de la plaque. Elles font n'importe quoi. Ça veut dire que là, on a un gouvernement qui fait du grand. C'est du cirque. C'est le cirque par d'air. C'est-à-dire que là, on va emmerder des médecins. Excusez-moi, je suis mal poli. On va emmerder des médecins généralistes. Il y a qu'à recruter ou prendre des médecins dans les hôpitaux. Je sais pas. Il y en a. Il y en a partout. Il y a des médecins dans les hôpitaux, on les prend à ce moment-là, parce que les médecins généralistes qui se tapent des 60 heures, voire plus que ça dans les semaines qui viennent, parce que là, c'est la grippe, demain il va y avoir la fièvre afteuse, demain il y aura je sais pas quoi, on fait n'importe quoi. Donc je trouve scandaleux effectivement qu'on réquisitionne des médecans généralistes qui n'en peuvent plus, on en a de moins en moins. Moi, vous savez, je suis dans l'Yonne. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien. Ça, c'est vrai. Pour trouver un médecin, des fois il faut se taper 80 bornes. Voilà, ouais, en zone rurale, oui. Alors, restez avec nous, Gérald, on a retrouvé Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon, il y a deux blocs. Il y a d'un côté Pascal Giral et Bruno Pomar qui disent, en cas de coup dur, faut réquisitionner. Vous avez Domenico Cotron et notre auditeur Gérald Dosser qui disent, faut pas réquisitionner. On avait eu la ligne coupée. Le numerus clausus, il devait sauter. Il date de 71 et c'est une aberration. Si on avait le nombre de médecins adéquat, il n'y aurait pas besoin de réquisitionner, non? Ouais, d'une part, mais surtout si on donnait envie aux jeunes médecins de s'installer, si on leur donnait les moyens de s'installer, c'est ça la vraie difficulté. Tu vois, parce que les médecins. Attends, je vais sortir de ma caisse parce que j'ai un. Il s'étouffe. Vous avez tout en live, là, on peut pas faire mieux. Jean-Paul Hamon? Allô? Il est reparti. Jean-Paul? Allez, c'est reparti. Alors moi je suis pas d'accord avec ce que dit Jean-Paul Hamon. C'est dommage qu'il soit coupé là, mais bon, pour autant, à un moment donné, moi je le vois chez nous. On a voulu recruter. Moi j'ai le maire de mon petit village à côté, de Salles-sur-l'Hers, que je salue d'ailleurs, Batigne, qui se bat, c'est le cas de dire, depuis des lustres. Là, on a réussi à trouver une réponse avec un médecin à la retraite de Carcassonne qui m'a entendu sur Sud Radio. Oui. Vous m'avez rappelé l'histoire, oui. Qu'un médecin en retraite de Carcassonne qui a entendu les vraies voix. Les jeunes médecins qui sortent n'ont plus l'éthique, je ne sais pas si c'est l'éthique, mais le sens du devoir qu'avaient les anciens. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de s'emmerder à faire des heures. Et on leur propose. Excusez-moi, il faut voir comment ils sont traités en fac de médecine, notamment en internat, où ils bossent pour une misère des dizaines d'heures par semaine, et ils ont un taux de suicide record en fac de médecine. Il faudrait peut-être revoir aussi le cursus. Un suicide tous les 18 jours. Non mais Jean-Paul Hamon. Un suicide
Jean-Paul Hamon, juste une. Moi, je vois, je suis maire du rural. On a galéré, grâce à Sud Radio, parce que j'y suis souvent, on a recruté un médecin à la retraite de Carcassonne qui vient bosser de temps à autre dans mon secteur de l'Ariège. Mais il y a quand même un problème quand vous dites que on doit les accueillir dans de bonnes conditions, on leur propose des logements, des avantages pour leurs conjointes, etc., etc. Les jeunes médecins n'ont plus envie de venir dans nos campagnes, mon cher ami. Et vous le savez. Ça dépend, tu sais, parce que moi je me souviens très bien. Là, par exemple, tu vois, on vient de coller une 10e année aux seuls médecins généralistes. Ouais. Ils avaient signé pour 9, on leur en colle 10. Quand je dis que il faudrait exploiter cette chose-là pour utiliser les 3500 médecins supplémentaires qu'on pourrait avoir, il suffirait de les loger, de les faire bosser dans de bonnes conditions. Avec un secrétariat présentiel, avec un maître de stage joignable au téléphone, tu lui garantis que le type il a un doublement de son salaire hospitalier, on aurait 3500 médecins généralistes de plus. C'est énorme. Ouais, et quand je dis ça à Cédric Arcos qui conseillait Bérou à Matignon, il me dit doubler le salaire, comme vous y allez. Et alors, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, monsieur, mais quand on a bac plus 10 et une responsabilité telle, Philippe, il faisait allusion tout à l'heure, qu'il y a un suicide tous les 18 jours, excusez-moi, mais je ne suis pas choqué. Mais dans le contexte de désertification où on est, il faut mettre le paquet. Ben oui, non, mais ce que je dis, Jean-Paul, tu as bien entendu ce que j'ai dit. On a fait des propositions, les jeunes médecins ne veulent plus se faire chier, comme on avait. Moi, dans mon village, j'avais un médecin, il passait une demi-heure avec toi en tête à tête à discuter avec mes parents. Je le voyais quand j'étais jeune. Tout ça, c'est mort. Donc, on peut pas dire qu'on fait pas de bonnes propositions aux jeunes médecins qui sortent et qui s'installent. C'est faux. On en trouve partout. Moi, j'habite Vincennes, des médecins, j'en trouve partout, des dermatologues, j'en trouve partout, des ophtalmos, j'en trouve partout. Et c'est un endroit où il y a du pognon. C'est pour ça qu'il propose le doublement du salaire et il a raison. Non, mais c'est ça. En plus, quand tu garantis le doublement du salaire, ça ne te coûte rien parce que ça correspond, écoute bien, à 60 consultations par semaine. Donc 60 consultations par semaine, le type dans un désert médical, il est fait les doigts dans le nez. Bien sûr. Oui, 12 par jour, c'est rapide. Hein. Sur 5 jours de travail. Et tu es pour la venue des médecins étrangers ? Mais Philippe, pour revenir sur les réquisitions. Oui. Tu sais, en 2002, on avait fait comprendre au pouvoir public que quand un médecin travaille, que quelqu'un travaille 17 heures consécutives, il a une vigilance équivalente à 0,50 g d'alcool dans le sang. Oui. Et que si tu fais bosser quelqu'un le jour, la nuit et recommencer le lendemain, tu prends des risques avec les patients. Ce qui est fou. Moi, j'avais un journaliste en 2002, qui était venu m'interviewer. Et le gars, il n'avait pas dormi de la nuit. On était au milieu de l'après-midi. Et le gars, au moment où il a écrit mon nom sur la cassette, au lieu d'écrire Jean-Paul Hamon, il a écrit Jean-Paul Luchon. Qui était le président de la région Île-de-France à l'époque, ouais. Il n'a pas fallu lui expliquer longtemps que si j'avais été en train d'écrire une ordonnance, le malade, il aurait été mal, tu vois. Non, mais... Donc, si tu veux, on avait obtenu le volontariat sur les gardes, que les gardes s'arrêtent à minuit et qu'on ménage les gens, tu vois. Et depuis 93% du territoire est couvert par les gardes dans ces conditions-là. Ah oui, mais c'est fou. Tu comprends ? C'est fou. Gérald, vous êtes encore avec nous ? Oui, je suis avec vous. Quand vous entendez Jean-Paul Hamon, vous êtes d'accord avec lui parce que vous avez travaillé dans un hôpital à l'époque. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse ? Oui, complètement d'accord. Alors moi, j'ai même vu des trucs impressionnants dans l'hôpital où je travaillais. Oui. Comme par exemple, il y a des gardes pour Noël le jour de l'an. Oui. Qui ont payé le double, voire plus, parce qu'il y a un chantage derrière. Oui. Dans les hôpitaux, je parle. D'accord. Maintenant, en France, il faut reconnaître qu'on a un gros problème de... Alors, j'ai entendu, là, on a des dermatos partout, des ophtalmos... À Vincennes, hein. Où ça ? À Vincennes, c'est en proche banlieue ou sud-est de Paris. C'est une ville riche comme Neuilly-sur-Seine, comme d'autres. Je connais bien Vincennes. Il y a Vincennes, c'est parc floral, c'est magnifique. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je sais. Mais si vous voulez, dans le sud, il y a plein de médecins. Il y en a plein. Il y en a à la pelle.
Sauf que dans des régions désertifiées, comme disait M. Hamon, c'est totalement vrai, on ne peut plus avoir de rendez-vous, je dirais... Avant des lustres. Ouais, c'est ça. Les calendes grecques. Rendez-vous de Sergio, dans Lyon. 6 mois, oui. 6 mois. Enfin, excusez-moi, moi j'ai connu rendez-vous ophtalmo dans la Haute-Garonne 6 mois aussi, hein. Et la Haute-Garonne, enfin pas dans le Comminges, hein, Haute-Garonne à Toulouse, hein. Donc. Viens à Vincennes, je t'en fais avoir un tout de suite rendez-vous. Oui, mais quand t'habites Toulouse, c'est plus compliqué. Oui, mais c'est là où je te dis. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon. On vous embrasse et on vous souhaite encore un joyeux Noël. Merci Gérald, joyeux Noël. Merci à vous les vraies voix. Merci mon cher Bruno Pomar. Avec plaisir. Merci mon cher Pascal Girard. Avec plaisir. Merci beaucoup mon cher Domenico Coton. Et merci beaucoup de votre aide en ce jour où on a eu un problème d'urgence médicale. Ça peut arriver aussi dans les vraies voix. Merci à vous. Tout de suite, on va retrouver nos amis François Trio et Philippe Spanghero à la veille du Boxing Day, du week-end de Boxing Day, pour parler du bilan de cette première partie de Top 14, hein, dont la première partie est quasi terminée, et de ce Boxing Day avec des matchs passionnants. Vous voulez réagir, vous êtes fan de rugby, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec François Trio et Philippe Spanghero sur Sud Radio. Retour des vraies voix, ça va être des vraies voix du rugby ce soir jusqu'à 20h, et puis on a... on va dire la charnière. Oui, c'est la charnière du rugby sur Sud Radio. Bon, François Trio, je te mets à la mêlée ou à l'ouverture ? Ni l'un ni l'autre, on va dire dans l'équipe. Voilà. Dans l'équipe. Le poste que personne ne veut. Philippe Spanghero est avec nous. Alors, moi, je vous mettais tous les deux en charnière. On te met où, Philippe ? Mêlée ou ouverture ? Franchement, je préfère l'ouverture. Je vais toujours rêver d'y jouer. Bon, bah écoute, on te met à la mêlée, ça te va ? Ça va. Pour le dos, c'est pas terrible, mais en tout cas, pour la vision du jeu, c'est énorme. Ah bah là, c'est énorme. On va faire un premier bilan, alors que on est à la 13e journée ce week-end, qu'on appelle en anglicisant le mot le Boxing Day, un Boxing Day qui sera bien évidemment... tu veux dire en Saint-Jean le football ? Absolument, voilà, c'est en Saint-Jean le football, qu'on va suivre évidemment tout le week-end sur Sud Radio, et on va faire un bilan de cette première partie de saison, alors que demain, c'est la fin des matchs allés du Top 14, qu'on a déjà une idée assez précise de ce que c'est, et on va parler également des matchs de demain. Vous êtes fan de rugby, vous adorez notre équipe du rugby de Sud Radio, évidemment, Zach prend vos appels et les vraies voix aussi au 0826 300 300. Tiens, allez, on va commencer par parler du bilan avant de parler du Boxing Day. Philippe Spanghero, comme tu es à distance, on va commencer avec toi. Pau leader en cette fin d'année, alors co-leader avec le Stade Toulousain à 42 points. Est-ce que c'est une grosse surprise pour toi ? Alors, à cette place, oui, c'est une vraie surprise, mais bon, ils l'ont pas volée, cette équipe paloise, elle s'est densifiée, elle a laissé du temps de jeu à ces jeunes joueurs qui sont devenus des cadres de cette équipe et qui composent aujourd'hui régulièrement une partie de l'équipe de France. Donc, elle mérite sa place. En tous les cas, je l'attendais dans le top 6 parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait ces dernières années et ils ont chuté tout proche la saison dernière. Donc, on sentait qu'ils avaient gagné en maturité, mais pas leader. En effet, il y a quand même quelques surprises dans le haut du classement. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais Pau en est une à cette place. François, on peut dire que les Béarnais garburent bien à l'heure du repas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils, je sais pas s'ils mangent équilibré pour suivre. La garbure, c'est très équilibré. Il y a des protéines, des légumes, etc. Bien sûr, mais en tout cas, ils ont équilibré leur équipe parce qu'on sait qu'il y a une phalange offensive avec très jeune, avec Gaëton, Broboiry, Arfeuil, là, le jeune ailier qui était plutôt à 7 et qui maintenant est en train de d'éclore aussi dans le top 14. Bref, il y a toute cette jeunesse de Pau qui maintenant est renforcée par un pack qui s'équilibre. Et il y a eu des recrues comme Facundo Issa notamment. Donc il y a un pack qui s'est densifié. Et on a vu les résultats. Une victoire à Castres notamment lors de la première journée, puisqu'on parle du bilan. Et puis un enchaînement. Et après aujourd'hui la première place, elle est, on va dire, aussi due aux mésaventures extrasportives du Stade Toulousain, dont on va parler bien évidemment. Mais en tout cas, ces faits-là extrasportifs qui concernent le Stade Toulousain et qui ont donc, on va dire, permis aux Palois d'occuper cette première place d'une certaine manière, n'explique pas, ou en tout cas ne doivent pas porter ombrage à la performance sportive des Palois. Et est-ce que le hameau, c'est devenu le nouveau, non pas village gaulois, mais béarnais imprenable, parce que les 3 défaites de Pau,
toutes les défaites étaient à l'extérieur. Hein. Ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur, enfin 3 matchs à l'extérieur, notamment contre Toulon par exemple. C'est jamais facile d'aller à Mayol. Et est-ce que c'est vraiment devenu très très difficile, le Stade Toulousain a perdu, d'aller gagner au Hameau? Et la question est pour qui? Pour toi, oui. Ils ont perdu à Toulon, à Clermont et au Racing. Non, bien sûr. Mais, le Hameau était une place imprenable depuis quelques saisons et c'est ce qui a permis à cette équipe de Pau, même quand sportivement ils étaient un peu moins costauds, de se maintenir et de laisser un peu à distance ce bas du classement. L'année dernière, ils ont eu quelques déconvenus à domicile et ils sont allés faire quelques coups à l'extérieur. C'est ce qui leur a permis d'espérer ce top 6 jusqu'au bout. Mais là, encore une fois, voilà, cette équipe, elle a gagné en confiance collective. Je le dis souvent, mais Pau, c'est l'éloge du temps long. Et c'est vrai que c'est très difficile dans ce rugby professionnel d'avoir une direction qui fixe un cap et qui est capable de le tenir même quand ça tangue un peu. Et quand ils ont pris Sébastien Piccheroni, qui était un manager identifié chez les jeunes, tout le monde s'est posé des questions. Et puis au début, ils ont eu le vent du boulet là, du bas du classement qui s'est présenté. Mais le staff a dit non, on tient bon, on maintient la confiance à ces jeunes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces jeunes joueurs qui ont accumulé du temps de jeu, aujourd'hui c'est devenu des cadres, c'est devenu des joueurs importants aussi dans le groupe France. Et donc Pau a les fruits de ce travail. Et c'est jamais facile de pas céder à la pression du quotidien, du résultat, du week-end qui arrive ou du week-end qui précède. Et Pau a su le faire. François? Ouais, mais Sébastien Piccheroni, il a fait ce qu'ont dû faire aussi les autres coachs. C'est-à-dire qu'il y a eu 9 journées du top 14 qui sont enchaînées, puisqu'on parle du bilan. Les 3 défaites dont tu parles, Philippe, à l'extérieur. Clermont et Toulon. Voilà, elles interviennent dans cette série de 9 matchs. Donc, à un moment, il a fallu gérer les effectifs. Donc, tu vois, déplacement à Toulon, ils avaient mixé un peu l'équipe. C'est normal. Et donc, c'est normal de ne pas avoir un. Racing, ils perdent de peu, je crois, de 5 points. De 5 points, effectivement. 15-10, il me semble. Mais donc, il faut comprendre aussi que cette première partie de saison, on va dire jusqu'à cette fin décembre, elle est surtout jusqu'au 1er novembre en top 14, on va dire vraiment discontinue, elle s'est enchaînée et ça, on a vu aussi des résultats qui en ont été impactés parce qu'il a fallu gérer les effectifs. Et est-ce que ça peut tenir alors déjà, ils ont 8 points d'avance sur le 3e, l'UBB, ça peut tenir jusqu'au top 6, c'est-à-dire à la fin de l'autre moitié, Philippe? Ah oui, j'y crois largement. Ça peut tenir, ça doit tenir. Encore une fois, ils ont densifié leur effectif. C'était une équipe très joueuse qui avait beaucoup de qualité offensive, qui manquait un peu de densité devant. Ils ont été intelligents, ils ont fait le recrutement qu'il fallait avec des joueurs qui leur ont amené de la densité et de l'expérience. Et puis, il y a de la confiance collective qui s'est accumulée. Aujourd'hui, ils ont su faire tomber tous les gros. Ils savent qu'ils en sont capables. Et ils ont gagné en confiance. Donc, bien sûr que quand on regarde ce qui se passe en bas, un peu plus bas, on y reviendra peut-être sur Bayonne qui est un peu en difficulté, l'UBB, etc. Ils ont quand même pris assez d'avance et assez de confiance pour moi pour maintenir cette position à minima dans le top 6 et je les vois même moi dans un top 4. Tu les vois aussi dans le top 4, François? Pour moi, Pau, c'est le Bayonne de l'an dernier. C'est-à-dire, on va dire, cette régularité à domicile, cette confiance, cette dynamique, ce public aussi qui aide énormément cette équipe lorsqu'ils sont à domicile. Donc pour moi, c'est cette équipe, on la délogera pas du top 6 et je suis d'accord avec Philippe, elle sera sans doute dans le top 4. Elle sera sans doute dans le top 4. On va parler de... top 4 synonyme donc de barrage au moins à domicile. À domicile, c'est ça. On va parler du premier ex-aequo, le Stade Toulousain. Premier ex-aequo, est-ce que c'est une contre-performance ou pas, Philippe? Non, bien sûr que non. D'abord parce qu'encore une fois, les affaires qui ont perturbé le Stade Toulousain ce début de saison les ont sanctionnés de 2 points après les avoir sanctionnés financièrement une première fois à l'intersaison, mais là sportivement c'est 2 points, donc il serait seul leader s'il n'y avait pas eu cette sanction-là. Et puis en fait on sent Toulouse en grande maîtrise. Bon, d'abord ça fait partie des seules équipes, on en a parlé plusieurs fois avec François et Jamba et Lissalde, qui vont jouer les 2 compétitions à fond. Ils peuvent se le permettre, ils ont de l'ambition sur les 2 tableaux. Il n'y a pas beaucoup de clubs français qui vont jouer ces 2 compétitions à fond. Et Toulouse, en jouant les 2 compétitions à fond, arrive à être leader ex-aequo aujourd'hui. Et on sent, voilà, quand le Stade Toulousain appuie sur l'accélérateur, on l'a vu encore au Loup la semaine dernière, il fallait une réaction toulousaine après une contre-performance en Champions Cup, c'est 45 points à l'extérieur. Oui. Donc on sent quand même dans ce Stade Toulousain une grande maîtrise et surtout une profondeur
de banc qui leur permet de gérer ces temps longs de match sans discontinuer. C'est vrai que la deuxième mi-temps à Glasgow a été un véritable cauchemar. J'ose pas dire une douche écossaise. C'est le seul point noir de la première partie de saison avec les blessures du Stade Toulousain. Bien sûr, il y a eu il y a eu les blessures, bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est le renouvellement de l'effectif, le renouvellement des talents. On pense à Gourg, on a vu l'autre jour le jeune ailier Pouzelg, je ne sais pas si je vais pas lui écorcher son nom, mais en tout cas qui a fait aussi une bonne prestation. Pouzelg, j'ai très bon, mais lui surtout, il a été très très bon. Donc voilà, il faut comprendre quand même que le Stade Toulousain a redémarré sa saison en gros un mois après tout le monde. Alors oui, ils ont un effectif extraordinaire, des joueurs internationaux, mais il y a eu les blessés, il y a eu François Cros, on l'a pas vu depuis le début quasiment de la saison, ou très peu en début de saison. Ça fait partie des leaders de cette équipe, et ils sont capables de nous sortir des talents. Donc excepté, pour moi, c'est cette mi-temps là de Glasgow dans des conditions surtout qu'ils auraient pu 0 encaissé. Ils ont un essai refusé à la dernière seconde de la première mi-temps à la vidéo. Bon, il a mis le pied dehors, il n'y a pas de problème. Toi, Philippe, tu veux refaire le match. Pourtant, c'était il y a 15 jours, mais je l'ai un peu en travers de la gorge, je l'avoue. Les amis, ça réagit au 0826 300 300, et on a Jacques de Payroll dans le Tarn, supporter castrais. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Eh bien écoutez, François Trio et Philippe Spanghero sont à l'écoute de votre réaction et de vos questions. C'est-à-dire mes questions. Bon, moi je supporte forcément, étant tarné, le Castres Olympique. Le CO. Le CO, il faut pas être cardiaque quand on regarde le CO, effectivement, parce que chaque fois les feuilles sont très très difficiles. C'est une équipe qui est imprévisible, mais bon, on est lié. Je crois qu'on est 8e. Mais après, 9e avec 29 points. À 1 point de Bayonne, le 8e, et à 1 point devant le Racing qui est 10e. Voilà. Bon, c'est vrai que derrière, il y a Perpignan, Montauban. Derrière, on dort nettement mieux, mais sinon, je pense qu'il y aurait des soucis à se faire, parce que c'est une équipe qui est quand même irrégulière, Castres. Il ne faut pas se leurrer. Elle joue avec ses moyens, et là maintenant, en plus, Kokadji qui est blessé au centre, donc il va falloir réorganiser tout ça, mais bon, j'espère que samedi, ça va le faire. Jacques, je vous donnais de l'espoir. Il y a une saison où Castres s'est qualifié à la dernière seconde de la dernière journée à la 6e place et a ramené le Brennus du côté du Tarn, donc l'espoir fait vivre. Voilà, et avait battu le Stade Toulousain en demi-finale. Absolument, c'était à Nice de mémoire, cette demi-finale. Mais en fait, c'est vrai que si on regarde le bilan là, de la première partie de Castres, c'est le mois de septembre qui a été dur. 3 défaites en 4 matchs, un mauvais départ, une défaite à domicile contre Pau. Et puis ça, c'est sur la partie un peu, on va dire, la courbe de performance. Après, sur le contenu des matchs, il y a de l'intermittence, quoi. Il y a des trucs. Il y a des hauts, des bas. Il y a des bons trucs, et puis parfois il y a des ruptures de faisceau. Un peu. C'est un peu curieux. C'est un terme de télévision, la rupture de faisceau, quand il n'y a plus de son, plus d'image. Tu es d'accord avec ça, Philippe, sur l'analyse de François de la première partie de saison du CO? Oui, le CO, comme le disait François, ils ont chuté à domicile dès la première journée, ça leur a fait mal. Ils ont enchaîné des défaites à l'extérieur. C'est vrai qu'ils sont d'habitude très très forts à Pierre Fabre à domicile. Alors souvent avec des scénarios où ils laissent le score, et c'est très régulièrement que Castres court derrière le score à domicile, et ils s'en sortent souvent en y laissant beaucoup d'énergie. Donc ça montre quand même le caractère collectif de cette équipe, qui est quand même extrêmement régulière depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est une des équipes les plus régulières du top 14 en phase finale, et ça il faut le saluer malgré des moyens qui sont limités. Mais c'est vrai que cette équipe de Castres, on ne sait pas trop comment l'évaluer, parce que quand on voit le match de la semaine dernière encore à Montpellier, il y a en effet un début de match où ils sont un peu apathiques, mais après ils reprennent la main en étant forts en conquête, en maîtrisant leur sujet. Ils ont des joueurs quand même leaders, tous leurs joueurs leaders sont au rendez-vous dans les grands matchs, et donc ils échouent de très peu à Montpellier. Ils font une mauvaise gestion de fin de match des 5 dernières minutes qui leur coûte la victoire. Mais on sent quand même une capacité de réaction et du caractère dans cette équipe. Mais comme le disait François, c'est trop intermittent, et notamment à domicile, contrairement aux saisons dernières, ils ont laissé des points.
Merci beaucoup. Un mot, François, pour réagir. Non, mais pour moi, c'est porteur d'espoir, parce que s'ils arrivent à résoudre ces petits problèmes-là, où ils étaient, avant, quand ils étaient un peu diesel, ils arrivaient à être bons sur la fin. Là, là, souvent, ils n'arrivent pas à, comme ils l'ont fait à Montpellier. Mais bon, voilà, 2026 sera peut-être une autre année pour le CO. Ils sont passés du diesel à l'électrique, il faut un coup de recharge, c'est ça, Jacques? Voilà, faut espérer, mais c'est vrai qu'une fois récupéré Arata, Bayo, Staniforce, qui normalement, s'il revient en pleine forme, c'est quand il déboule, il fait vraiment c'est sûr que Staniforce, quand il arrive en face, on a tendance à se pousser. Voilà. Et je pense que après, voilà, on peut espérer que la fin de l'hiver et le début du printemps va sourire au CO, quoi. Hein. Philippe a le même coiffeur que Staniforce, hein, Philippe David. C'est vrai, mais Jules Briner avait le même aussi, je vous le rappelle. Merci beaucoup, Jacques de Peyrolles dans le Tarn. On continue avec Philippe Spanghero et François Trio après une courte pause. Retour des vraies voix du rugby avec la charnière, je le répète, François Trio à la mêlée, c'est là que Philippe Spanghero t'a mis, et Philippe Spanghero à l'ouverture. Je voudrais rebondir sur ce que nous disait... Philippe Spanghero ? C'est un, oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur ce que disait notre ami Jacques de Peyrolles et supporter du Castres Olympique avant de retourner au 0826 300 300. Il a dit on est tranquille quand on voit le classement de Montauban et Perpignan. Alors c'est sûr que Montauban 13e à 7 points, Perpignan 14e à 5 points et le 12e c'est Lyon qui est à 23 points, donc 13 au-dessus. Philippe, les 2 dernières places, c'est déjà plié ou pas ? Ben là, on peut se dire que oui. Alors, moi, j'ai bon espoir quand même d'une remontada catalane parce que c'était très surprenant de voir. Ouais, alors je sais pas parce qu'en effet, ça part de l'OM, mais en tous les cas, dès le début de saison, on s'est dit que ils n'étaient pas à leur place, cette équipe de Perpignan. Mais là, quand le doute s'installe dans les têtes, on sentait qu'ils jouaient à l'envers complètement. Ils étaient très fébriles dans leur rugby. Alors, il y a eu cet électrochoc, on l'a perçu avec le changement de staff. Franck Azeman a fait les frais, et malgré le très très bon travail qu'il a fait à Perpignan et ailleurs. Mais il y a des moments où voilà, il faut savoir passer à autre chose. Et ça a été payant, ce choix de Laurent Labitte. On l'a vu le week-end dernier avec un scénario contre Clermont, en infériorité numérique pendant 60 minutes. On a vu le caractère collectif de cette équipe. Et là, ils ont enclenché quelque chose pour moi. Et collectivement, ils sont bien mieux armés que Montauban. Et tu penses qu'ils peuvent faire le coup d'il y a 2 saisons ? Alors, il y a 2 saisons, ils avaient frôlé le top 6 à la fin. Là, vu l'écart, ça va être compliqué. Mais après 10 matchs, 11 matchs, enfin 11 défaites, 1 victoire, ça donne de l'espoir, une remontada, un mot que n'aiment pas trop les supporters du PSG. Non, mais il y a 2 types de remontées. Celle vers la 13e place, donc ça veut dire, là on va dire que le handicap pour être barragiste est quasiment comblé face à Montauban, qui n'est pas dans une bonne dynamique. Et en revanche, les 18 points de retard de Perpignan sur le Loup, donc qui est 12e, le premier non relégable, on va dire, là ça paraît plus compliqué, parce que le Loup, c'est quand même une équipe qui a des hauts et des bas, mais qui est quand même relativement solide, même si là elle a souffert dernièrement contre le Stade Toulousain. Donc moi je crois que oui, Perpignan va repasser devant Montauban relativement rapidement. Après de là à revenir sur le Loup, ça va être une autre histoire. Je sais pas, en tout cas la situation que l'on vit, points d'écart comme tu le disais. Hein. Ouais, la situation que l'on vit d'un top 12, hein, parce que c'est quand même ça qu'on est en train de vivre cette saison et depuis on va dire très tôt dans la saison, ce top 12, moi j'en ai pas le souvenir comme ça. On a vécu des top 13, mais des top 12, on n'en a pas vécu. Pas vécu des wagons. Je sais pas si Philippe t'as le souvenir, mais moi c'est vrai que qu'il y ait une césure aussi importante et aussi tôt dans la saison, on l'a jamais vu. Ah oui, c'est qu'il y a une seule victoire pour... Oui, vas-y Philippe, oui. On l'a jamais vu, mais c'est vrai que moi, ce que j'espère quand même, c'est que Perpignan revienne fort. Parce que si Perpignan a du mal à recoller, va se reposer sincèrement la question de ce top 12. Je suis pas sûr que ce soit ce qui faille au rugby français, mais on a tellement de sujets de calendrier, de sujets de gestion du championnat, que si vraiment il y a 2 équipes qui sont très très loin du niveau, ça va ramener certains présidents pro top 12 à la table de la discussion. Et on pourra pas leur en vouloir de le faire, parce que dans les faits aujourd'hui, c'est vrai que Montauban, on s'en doutait, mais c'est très très compliqué. Perpignan sportivement propose autre chose, mais en tous les cas, ils sont décrochés 18 points d'écart à ce moment du championnat pour le 13e. Sur le 12e, c'est énorme et c'est du jamais vu. Alors,
On va retourner au 0826 300 300 dans quelques instants, mais il y a une question qui se pose. Pratiquement chaque saison, un promu ou les deux promus ou au moins un des deux qui monte en top 14 depuis la Pro D2 redescend. Est-ce que l'écart de niveau entre la Pro D2 et le top 14 est si énorme? Philippe. Ça, c'est Philippe. Alors pas nécessairement, parce que on l'a vu ces dernières saisons, même si ça s'est inversé depuis 2 ans avec Perpignan. Mais sur ces fameux matchs de barrage, c'était les équipes de Pro D2 qui gagnaient jusqu'à il y a 2 saisons. Donc ça pose la question du niveau et de l'écart de niveau. Et ça montre que les grosses écuries de Pro D2, elles sont capables de faire la bagarre. Le gros problème, en fait, c'est la formule. Moi, je suis très partisan des phases finales parce que c'est très propre au rugby et on en a besoin. Mais s'il y a un championnat où je suis prêt à entendre que ce soit pas adapté, c'est pour la Pro D2. Parce qu'on se rend compte que quand le premier de la phase régulière était champion, notamment, j'ai le souvenir d'Oyonnax une année, qui avait préparé sa saison en top 14 2 ou 3 mois avant la fin de la saison, ça te laisse le temps de recruter des bons joueurs, ça te laisse le temps de structurer ton budget. Et Oyo était monté et s'était retrouvé à jouer un match de barrage en top 14 à Toulouse, dès la première saison. Et donc, en fait, ce qui manque, c'est du temps. Et donc, aujourd'hui, on a un vrai problème de formule dans cette division, parce qu'il faut être très, très armé en Pro D2 et sur son effectif et sur son budget pour être capable d'assumer cette année de transition. Allez, on part au 0826 300 300, direction Saint-Béat, dans les montagnes de la Haute-Garonne, avec Thierry, qui est supporter du Stade Toulousain. Bonsoir Thierry. C'est rare en Haute-Garonne. Bonsoir, Sud Radio. Bonsoir. Alors Thierry, on vous écoute. Alors, oui, je milite activement pour le Stade Toulousain. Maintenant, avec le palmarès qu'ils ont, ça doit être dur pour eux de trouver des ressources pour avoir une motivation, pour encore engranger des victoires, des Brennus, quoi. Ouais, c'est ça. Ah c'est une vraie question. Et oui, moi je me dis, mais qu'est-ce qui peut encore les faire aller les motiver, les motiver, si ce n'est l'UBB, parce que l'UBB, quand même, avec tous ces joueurs, ils sont, je les sens bien. J'ai l'impression que c'est un peu le hasard du calendrier qui soit là, mais je pense que vers la fin, on va avoir le Stade Toulousain et l'UBB qui vont être en finale. Oui, c'est ça. Alors, Thierry, dans les playoffs. Thierry, le son est pas très bon. Vous remercie beaucoup. À faire réagir Philippe Spanghero et François Trio. L'objectif pour le Stade Toulousain qui a gagné tellement de Brennus, c'est plus l'Europe ou le. Même si maintenant il y a l'Afrique du Sud dans l'Europe, ce qui est un peu paradoxal. Bien sûr, mais... je crois que d'abord il y a 2 objectifs cette saison au Stade Toulousain. Il y a d'abord devenir la génération qui a le plus gagné. Ça c'est le moteur. En gardant le Brennus. Et le défi que lance Hugo Mola à ses joueurs. La génération, on peut l'appeler celle de Dupont, de Marchand, etc. Marchand, Baye, Ramos, etc. Tout à fait. Et celle-là, malgré tout, avec ses 4 Brennus et ses 2 Champions Cup, on peut dire qu'elle est pas loin de devenir la meilleure de l'histoire du Stade Toulousain. Donc ça, c'est un défi interne. Voilà. Et puis après, il y a quand même cette tâche liée au problème extrasportif, à cette affaire Jaminet, ce dépassement du salary cap, la sanction, l'amende, puis ensuite le retrait de points. Donc ça, on sent que Hugo Mola le vit mal parce que lui, il est sur le terrain, il n'est pas dans les arcanes administratives. Et donc, du coup, il en fait un levier de motivation supplémentaire. Donc moi, je pense que là, cette saison, il y a ce qu'il faut pour se motiver encore pour ce groupe du Stade Toulousain qui est absolument exceptionnel. Philippe, c'est la plus grande génération de l'histoire du Stade Toulousain ? Ils veulent le devenir, ça se joue maintenant, hein. Il manque, je crois, qu'un titre ou 2, mais au-delà de ça, il y a quand même dans le management du Stade Toulousain, et ça, sans être chauvin, malgré une certaine proximité avec le club, les autres le soulignent tout le temps. Il y a une capacité d'émulation dans ce groupe, on le voit avec ces jeunes joueurs qui arrivent tous les ans, qui chamboulent un peu la hiérarchie, qui sont intégrés très tôt dans l'effectif professionnel, donc quand on leur donne leur chance, ils sont prêts tout de suite. Il y a cette émulation qui est pas du tout malsaine en termes de compétition et de concurrence entre les joueurs. Et donc c'est même au-delà de
la réflexion de marquer l'histoire. Leur quotidien est un quotidien de compétition. Et donc ça, c'est la qualité qu'a eu Guy Novès, qu'ont eu ses prédécesseurs, et aujourd'hui la grande qualité du Gomola, c'est de maintenir ce groupe sous pression. Et comme le disait François, en effet, il y a une question d'orgueil aussi pour cette équipe. Ils ont laissé passer la Champions Cup l'année dernière, ils veulent la regagner, ils veulent encore gagner le championnat. Et je dirais que le Stade Toulousain a un modèle économique qui est basé quand même sur la performance. C'est-à-dire que le Stade Toulousain a besoin de gagner. Ils n'ont pas de mécènes, le club appartient à ses associations, c'est quand même assez unique dans le rugby professionnel français, mais ça met aussi une forme de pression du résultat qui est énorme, parce qu'il faut être en phase finale tous les ans pour avoir un budget qui s'équilibre. Et donc tout le monde en est conscient au club et tend vers la performance aussi pour trouver une viabilité au modèle. Alors, je vais vous poser à tous les deux quelques questions pour des réponses courtes. Il nous reste même pas 3 minutes sur ce début de saison. Quel est le joueur qui vous a le plus marqué sur ce début de saison, tous les deux? Tiens, François. Le joueur pour moi, c'est Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, oui. Philippe? Gourg à Toulouse. Oui. Quelle est l'équipe qui vous a le plus surpris? À mon avis, la section paloise, c'est le cas ou pas pour tous les deux? Ou une autre? Non. Non, c'est quoi alors? Non, moi c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui a réussi malgré des blessures, malgré une reprise tardive, à continuer à produire, et notamment en Champions Cup. Elle s'est remise aussi dans le sens de la marche grâce à cette compétition qu'il a sacrée l'an dernier. Oui. Et je trouve qu'elle a ce rugby flamboyant, et de les revoir le pratiquer, je trouve que c'est intéressant parce que ça n'a pas mis beaucoup de temps. Il n'y a pas eu trop de confetti dans les cheveux. Philippe? Non, moi c'est clairement la section paloise. Clairement, sans aucun doute. Quelle équipe voyez-vous monter en puissance tous les deux pour la suite de la saison? Philippe? C'est pas facile à dire, à monter en puissance. Peut-être La Rochelle, parce que j'ai vu La Rochelle sur quelques prestations convaincantes, là, notamment le week-end dernier. La Rochelle, c'est un peu l'inconnu. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'on se demande, enfin 2 saisons, qu'on se demande si c'est une fin de cycle du côté du Stade Rochelais ou pas. On n'y voit pas très clair. Là, ils ont réussi à intégrer des jeunes qui commencent à faire leur trou dans l'équipe, et on a vu un caractère collectif intéressant parce que La Rochelle était quand même championne d'Europe il y a 2 ans. Oui, et 2 fois de suite. Donc, et aujourd'hui, ils sont pas à leur place dans ce championnat, donc je dirais La Rochelle. Et pour toi? Non, pour moi c'est la section paloise. Si on est cohérent avec qui va encore monter en puissance. On s'est dit, oui, en tout cas, elle doit monter en puissance pour rester dans ce top 6, voire ce top 4, comme on l'a dit en début d'émission. Alors, dernière question, le match le plus excitant de ce Boxing Day, c'est lequel pour vous? Toulouse-La Rochelle, Toulon-Perpignan, Pau-Montpellier, Clermont-Bordeaux, Bègles, Bayonne-Stade Français, Castres-Lyon ou Racing 92-Montauban? Philippe? Moi, je mets une petite pièce sur Castres-Loup, parce que le Loup, quand même, est dans une situation difficile. Si on occulte les 2 équipes en dessous qui ont décroché, le Loup est pas du tout à sa place. Ils ont fait une contre-performance à domicile contre Toulouse. Castres aurait pu aller faire un super résultat, donc ils ont besoin de se rassurer à domicile. Donc ce match m'intéresse. Et pour toi, François? Moi, j'ai envie de voir la réaction des Bayonnais, qui ont été quand même sévèrement étriés à La Rochelle face au Stade français. Qui est plutôt bien. Le Stade français, en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ils sont 5e après des saisons parfois un peu plus compliquées. Merci à tous les deux. Et c'est à partir de demain, prise d'antenne à 14h sur Sud Radio avec le premier match. Racing 92 Montauban du côté de l'Arena de la Défense. Merci beaucoup. Merci François. On félicite ton fils qui vient de gagner au tennis avant que tu viennes en studio. Une belle perf à 15-4. Bravo Joseph, on se permet de le dire à l'antenne parce qu'il le mérite bien. Merci Philippe Spanghero. Allez, moi tout de suite à 20h le Loft avec Pierre Perret et Rose, à 21h les Clés d'une vie avec Michael Cohen. Moi je vous retrouve avec Cécile de Ménibus que vous retrouverez toute seule lundi, le lundi 5 janvier. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Prenez vacances.